Bonjour à tous. Je pense que vous voyez aussi mon écran partage. On va malheureusement se prendre un petit PowerPoint de présentation. Et puis dans la dernière heure, on fera directement de la programmation typique, typologie du réseau, dans le sens où je vais vous montrer comment paramétrer du VLAN, créer des VLAN, gérer ses VLAN, comment ajouter ses routeurs, rajouter ses switches, ajouter ses AP, comment créer du Wi-Fi, différents Wi-Fi, comment gérer le Wi-Fi, etc., etc. Alors, donc pour commencer, première heure, on va faire une découverte théorique sur la gamme Rigi, une découverte de la solution Rigi. Donc je vais vous montrer les avantages du cloud, car la puissance de Rigi, c'est la partie cloud qui nous permet de faire pas mal de choses sur la partie mise en service, configuration et maintenance surtout. Donc c'est un gros point fort de Rigi sur tous ces équipements. On verra ensuite la partie routeur, switch et tout ce qui est sans fil, donc pont radio et point d'accès sur la gamme complète de Rigi que vous avez dispo chez Visiotech. Et ensuite, on va faire une sorte d'étude de cas. Donc une étude de cas typique de comment on va préconiser un réseau sur un certain site, sur certains domaines, et comment on va les ajouter, les configurer, etc., etc. Alors, pour les nouveaux, pour ceux qui connaissent pas Rigi, Rigi est une entreprise du coup chinoise qui est basée du coup de base en Chine, mais qui est présente dans pas mal de pays désormais, un peu plus d'une cinquantaine, d'accord. Ils sont vraiment spécialisés sur la partie réseau. C'est un fabricant de networking, donc c'est un fabricant de solutions réseau filaire et de réseau Wi-Fi. Donc beaucoup de Wi-Fi 6 notamment. Ils sont plus de 6000 employés désormais maintenant, donc pas mal sont dédiés pour une partie R&D et ils sont dans le podium au niveau des tout ce qui est WLAN, Wi-Fi 6 et surtout ils sont numéro 1 dans la maintenance et déploiement d'infrastructures réseau, c'est-à-dire la mise en service et la partie du coup utilisation et maintenance du réseau sur le cloud. Donc Rigi est quand même déjà bien présent et très expérimenté dans le domaine. Donc ça garantit sur le fonctionnement, le bon hardware des produits, ils sont testés en usine, etc. Donc de ce côté-là, au niveau de la manufacture, c'est plutôt pas mal. La force de Rigi, comme je vous disais, c'était son cloud. Pour ceux qui connaissent pas, les équipements peuvent être gérés au niveau du cloud. Donc, on rajoute juste le numéro de série du produit dans un projet. Ce projet a différentes fonctions qui nous permettront du coup de rajouter tous nos produits. Un exemple typique, ils ont une fonction qui s'appelle le Soon, qui permet en fait de scanner son routeur et de nous permettre de à chaque fois récupérer tout le réseau entier, switch, antenne AP, pont radio et ce genre de choses. Donc déjà, quand vous faites une mise en service, si vous avez un routeur, vous avez juste à scanner le routeur et le reste des éléments remonteront et vont créer ce qu'on appellera la topologie état du réseau, ce que vous voyez en haut à droite, mais je vous le montrerai un petit peu après, qui nous permet de voir en temps réel comment est mon réseau, si tous les ports fonctionnent, s'il y a de la bande passante qui passe bien sur X ou Z port. C'est une levée de doute et un titre informatif sur la partie bande passante, la partie port, PoE, etc. Donc tout ceci va nous permettre de pouvoir aussi avoir certaines fonctions sur les produits, d'accord? Donc, quel est l'objectif au niveau du réseau Origi? Donc de base, un réseau, comme vous le savez, ça permet de fournir un réseau local qui permet de faire une intercommunication avec différents équipements. Ça peut être de tout et de n'importe quoi, pas que de la partie comme nous, on travaille beaucoup dans la sécurité électronique, mais tout ce qui est objet IoT et objets connectés tout court. Donc ça va nous permettre, avec ce genre de solution, de pouvoir différencier plusieurs aspects au niveau sécurité, différencier la priorisation de la bande passante par rapport à X ou Z réseau. Et tout ceci nous permet grâce au routeur. Donc là, on va se concentrer sur la partie routeur, puis ensuite sur la partie cloud, parce que la partie routeur est assez importante, d'accord ? Donc déjà, les routeurs vous permettent par exemple de faire de la gestion d'applications et de services. Certains le savent déjà, mais on va pouvoir avec un routeur directement bloquer des noms de domaine, des adresses IP, des serveurs qui ne veulent pas forcément être ouverts sur un réseau. Donc tout ceci est possible, bien évidemment.
On va pouvoir faire du firewall aussi, on va pouvoir faire tout ce qui est connexion VPN, où on va pouvoir gérer aussi différents niveaux de sécurité. Donc on va pouvoir avoir un réseau pour l'administration avec différentes priorisations et différents droits, pareil au niveau des employés et pareil au niveau des clients. Et ça, on peut le faire autant en filaire qu'en Wi-Fi. En sachant qu'en Wi-Fi, on peut créer, dans un exemple concret, 3 SSID, donc 3 points d'accès Wi-Fi, qui vont avoir des droits différents avec un nom et un mot de passe Wi-Fi différent. Et même plus loin, on pourra faire de l'authentification, etc. Mais c'est un exemple. Donc tout ceci est possible de le faire via au niveau réseau. On pourra le faire soit via groupe, soit généralement c'est plus simple, on le fait via VLAN. Donc voilà un peu la topologie qu'on retrouvera un peu dans 99% des cas. Hein. Il y a certains cas où on aura des réseaux en anneaux, mais ça il faut avoir les fonctions EPRS pour l'avoir. Généralement, on va partir de notre bots à notre routeur. On peut, alors petite information, donner tous les droits à notre routeur RII si on fait une ouverture de port ou une DMZ sur l'adresse IP de notre routeur RII sur la bots. Ceci permettra par exemple de pouvoir faire tout ce qu'on souhaite au niveau tunnel VPN ou au niveau NatPat quand on veut gérer directement via un routeur, donc du mappage de port. Donc ensuite, généralement, après le routeur, on met switch et généralement, on met sa série de switch sur réseau. Après, il y a X ou Z solution qu'on verra par bande passante ou par distance de câble, donc soit en fibre optique, soit en pont radio, soit en câble RJ45 classique. Et tout ceci nous permet de raccorder ceci à notre réseau et de pouvoir le gérer selon les équipements que nous avons sur place. Donc le coût unitaire par rapport à justement la préconisation de tous ces produits, il est un peu plus important en raison du nombre d'appareils qu'on peut potentiellement installer, surtout le surplus qu'on peut avoir dans certains bâtiments. Exemple typique où le nombre de ports ne peut pas forcément être installé dans toute une baie si on a 400 ports, 500 ports. Donc, on peut avoir une gamme de switch qui permet d'avoir beaucoup plus de ports qu'on peut avoir sur certains concurrents. Et surtout, sachez-le que le cloud est gratuit et il n'y a pas de licence ou de coût, ce genre de choses. Ils assurent que le cloud restera gratuit. Et il n'y a pas forcément, il n'y a pas de limite au nombre de projets et au nombre de produits que vous pouvez rajouter sur votre compte. Donc ça, c'était une présentation globale de la partie que ce que fait un réseau RII avec un routeur. Donc là, j'ai vraiment théorisé. On montrera plus tard dans la partie programmation comment le faire. C'est très simple et ça peut être géré autant par vous que par l'utilisateur final. On va continuer du coup avec au niveau du cloud. Donc on va faire une typologie d'épisodes. J'ai vu du coup la liste, les inscrits. Beaucoup de vous sont dans la sécurité électronique. Il y a pas mal d'informaticiens, mais beaucoup de vous sont dans la sécurité électronique. Donc j'ai fait un cas typique avec évidemment la vidéosurveillance, mais ça marche avec un peu tout et n'importe quoi. Hein. Ça marche avec les alarmes, avec le contrôle d'accès, tout ce qui est interphonie. Bien évidemment, si on sort un petit peu, tout ce qui est objet connecté, tout simplement. Donc là, on considère en théorie que dans notre installation, nous avons fait de l'installation de vidéosurveillance présente avec de l'intelligence artificielle, 16 caméras, etc. Le réseau qui est derrière, géré, du coup, j'ai mis un routeur et un switch RIGI, donc la gamme on verra un petit peu plus tard, pour pouvoir gérer tout ceci à distance, d'accord ? Donc bien évidemment, quand on a fait une installation, on a besoin généralement que ça soit assez simple. Bon, au niveau CCTV, si vous connaissez très bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau du réseau, ça peut être un peu plus compliqué, mais du coup, RII a fait en sorte que ça soit un peu plus facile. Donc, comme je vous expliquais, vous pouvez rajouter vos éléments sur le cloud par numéro de série. Si vous avez un routeur, vous rajoutez juste le routeur, poum, tout va arriver derrière. Et vous pourrez ensuite gérer ça via l'application smartphone ou l'application PC. Donc l'interface web du cloud. Ce cloud va vous permettre de pouvoir ensuite créer des conditions qui vont vous permettre de pouvoir faire de l'alarme en temps réel. Exemple typique, j'ai une caméra qui est déconnectée, boum, alarme en temps réel, j'ai cette caméra-là qui s'est déconnectée sur tel port-là. Avec mon cloud, je vais pouvoir savoir sur quel port je vois la caméra en panne ou non, ou toutes les caméras qui fonctionnent. Et tout ceci me permettra d'ailleurs de faire de la maintenance à distance via plusieurs services. On va pouvoir redémarrer un port PoE sur un switch. On va pouvoir faire ce qu'on appelle de la tunnelisation qui me permettra d'attaquer l'interface web de la caméra pour voir s'il n'y a pas un problème directement dessus. Donc, comme je le disais, configuration super rapide. Vous prenez soit l'application smartphone RII Ruji,
Vous créez un projet, vous nommez le projet, vous mettez un mot de passe de management. Ce mot de passe de management sera écrit à tous les produits que vous rajouterez dans ce projet. Et ensuite, vous scannez le QR code du routeur ou si vous n'avez pas de routeur, des switches et ensuite tout sera remonté automatiquement. Tous les éléments vous verrez, ont une double adresse, on va dire une adresse DHCP et une adresse IP native. Donc, dès que j'ai un serveur DHCP derrière, que ce soit le routeur I ou derrière une box, boum, ça, je vais m'adresser automatiquement. Dans 95% des cas, je remonte directement sur le cloud. Donc voilà à quoi ressemble un peu ce qu'on peut voir sur une topologie du réseau pour vous montrer un petit peu la page primaire, on va dire, de RII quand on se connecte sur un projet. On voit à gauche du coup la planète avec le petit WAN, donc c'est en fait la box internet qui permet de fournir internet. Généralement, c'est ça dépend des solutions. Je vois que sur mon routeur, j'ai mes ports, j'ai un port qui est vert et un port qui est jaune. Donc le port jaune, c'est le WAN qui doit être en 10.100. Et tout le reste, voit LAN 0 sur le routeur qui est branché sur le port 1 de ce switch-là. On a deux autres switches RII, un branché sur le port 8, un sur le port 5 de l'ancien switch, qui lui rentre dans le port 6 de chaque switch. Et derrière, j'ai des caméras en port 1 et 2. On les voit en vert, donc c'est en ligne, mais je vois qu'il y a un NVR ici qui a été rajouté, qui est offline sur le switch sur le port 3. Donc, comme ceci, je peux voir déjà en temps réel où j'avais branché sur tel switch, sur tel port, et s'ils sont bien en ligne ou non. Donc l'application Rigi, le cloud Rigi détecte toutes les caméras, d'accord. Sur l'application smartphone, par exemple, quand vous allez sur le projet, vous cliquez sur le projet charge, tout en haut à droite, vous avez petit icône de caméra qui permet de faire de la détection de caméra. La détection de caméra se fait même s'il n'y a pas de routeur, d'accord, c'est pas gênant. Donc voilà ce que ça donne, la détection de caméra. Donc, quand je vais cliquer sur la détection de caméra, ça va automatiquement mettre ma topologie actualisée avec les bons ports. Le seul cas où ça sera potentiellement pas les bons ports, c'est quand derrière vous avez rajouté un switch PoE par exemple, mais pas de la marque RII, donc un switch de marque tierce. Il va le voir du coup RII, il va vous demander de rajouter manuellement en fait un switch tierce et il mettra vos caméras sur n'importe quel port, peu importe. Donc ça, faudra juste faire attention si jamais vous rajoutez un switch de marque tierce sur ce réseau. Ça remontera tout de même, bien évidemment. Et du coup, je pourrais voir en temps réel, du coup, la valeur de la bande passante en download et en upload de ma caméra. Donc, au moment où je vais récupérer le flux vidéo, voilà, je devrais voir mes 2-4 mégabits seconde qui doivent transiter sur le NVR, par exemple. Donc les switches, ils sont aussi PoE longue distance, c'est assez rare, mais ils peuvent vous convier dans certains cas où vous dépassez bien évidemment les 100 mètres de câble. Ça vous permet en fait de brider le port en 10 mégabits seconde, mais de pouvoir aller taper des distances à 250 mètres, donc en PoE, d'accord, PoE classique. Et ça, tous les switches ES200 le font, et ils le font sur tous les ports. Donc vous pouvez juste attaquer soit le cloud, soit l'interface web du switch et activer du coup le longue distance PoE. Le RII a la possibilité d'activer une option qu'on appelle le loop prévention, que je vous montrerai après, qui permet en fait de pouvoir prévoir les boucles que peuvent être créées sur un réseau. Donc c'est à la mise en service, ça peut vous intéresser si jamais vous avez un fort câblage à faire. Ça peut être intéressant aussi de le laisser activer, notamment si vous laissez la main du réseau à votre client. Généralement, de toute façon, quoi qu'il arrive, on le laisse activer. Hein. Comme ça, si quelqu'un essaye de boucler le réseau pour pouvoir le run down, bah déjà, ça va pas run down le réseau. La fonction permet en fait de juste inhiber les deux ports qui sont en boucle et faire fonctionner le reste du réseau. Et vous serez notifié du coup sur votre cloud, attention, il y a une boucle sur le port 3, 4. Donc pour activer du coup la loupe, on va juste sélectionner du coup la fonction sur l'application smartphone qui s'appelle loop prévention, sélectionner le switch ou les switches et sélectionner les ports où à faire la boucle de prévention. Généralement, on le fait sur tous les ports. Au moins comme ça, on est tranquille. Donc petite comparaison par rapport justement la partie port. Comme vous savez, généralement, elles sont auto-adaptatives. Apparemment, vous avez plus de son. Il y a deux personnes qui m'ont dit qu'ils ont plus de son. Vous m'entendez toujours bien? Ah oui, ok. Tout le monde a le son, très bien. Jérôme et Patrick, apparemment, ça vient de vous. Désolé. Navré. Ok, super, merci d'avoir répondu.
Donc, les switches sont auto-adaptatifs, d'accord? Donc, ils vont pouvoir adapter les ports et la vitesse de transmission selon ce que va demander l'élément qui est connecté sur ce port, d'accord? C'est la base du coup de l'auto-adaptatif qui nous permet en fait de, si j'ai par exemple un élément qui va demander 2 mégabits seconde, le port va rester en 10 ou généralement en 10-100. Et si je demande par exemple plus de 100 mégabits seconde, le port va passer de 100 à 1000, donc 1 gigabit seconde. Et plus si jamais on est sur des ports spécifiques en 2,5 par exemple. Donc ça permet justement de réduire et de éviter de gaspiller alors tout ce qui est au niveau performance, économie d'énergie, etc. Donc ça permet d'éviter ce genre de choses, d'accord. Donc ça permet d'éviter que tout le débit s'ouvre sur tous les ports. Donc pour activer le PoE longue distance, je vous le montrerai tout à l'heure. On aura, comme je vous disais tout à l'heure, on aura juste à sélectionner le projet, la fonction loop prévention, cliquer sur le switch et cliquer sur les ports où on souhaite activer. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc, au niveau des alarmes en temps réel, donc on a la partie alarme en temps réel qui me permet de pouvoir avoir des remontées automatiques s'il y a X ou Z problème. Alors les problèmes peuvent être très longs, hein, ça peut avoir un impact sur la partie Wi-Fi même d'ailleurs, si bien sûr les éléments sont online offline, s'il y a un conflit DHCP, un conflit d'IP ou ce genre de choses. Donc, comment ça se présente, les alarmes? Donc, vous avez la partie en haut à droite, application smartphone. Généralement, vous allez recevoir une petite notification et vous aurez le petit bouton alarme sur l'application smartphone qui vous dira que sur ce projet-là, il y a une alarme. Je vais pouvoir cliquer dessus et voir la liste des alarmes et voir ce qu'il y a en conséquence. Donc, on voit sur ma topologie que j'ai perdu apparemment une AP. D'accord? Donc, j'ai perdu une AP en bas à droite ou une caméra, je vois pas trop. Je crois que c'est une caméra. Donc, ça va me dire device offline alarm, le nom est sur la caméra et quand elle a été la dernière fois en ligne. Et je peux du coup agir en conséquence. Du coup, derrière, quand je vois ça et que j'ai une alarme sur mon application RII, généralement, je vais me connecter sur le switch où il y a la caméra et je vais déjà redémarrer le port PoE. Et boum, j'attends et je regarde si elle revient en ligne sur mon cloud. Si c'est toujours pas le cas, là, généralement, je ferai une tunisation si je peux me le permettre. Mais vous êtes notifié déjà d'un élément qui est offline. Ça, c'est justement la petite notif quand vous cliquez sur la notif, c'est ce qui apparaît directement sur l'application smartphone. Ça vous donne le nom du switch et le nom de la caméra, sur quel type de switch il est, sur quel port il est, d'accord? Et il va vous demander soit de la fixer, soit de la delete, soit d'enlever l'alarme. Donc, supprimer l'alarme, soit la fixe. Et là, généralement, vous allez pouvoir redémarrer le port ou redémarrer le switch. Généralement, c'est le port que vous allez redémarrer. Et si vous le souhaitez, désactiver cette alarme. Mais non, ça, on ne le fait jamais. Donc voilà, j'ai redémarré le port de ma caméra, du coup. Je vais pouvoir me connecter sur mon switch, je redémarre le port de ma caméra. Généralement, ça règle pas mal de soucis liés à X ou Z problème sur la caméra, un redémarrage. Après, généralement, on fait une action à distance. Donc en 3 clics, je redémarre le port PoE et je vérifie du coup si ma caméra est bien revenue en ligne. Et si jamais je suis encore plus curieux, si je veux voir s'il y a bien de la bande passante qui est bien présente sur ce port-là, je regarde si, donc l'exemple est mauvais, mais si je suis à 2-4 mégabits seconde en moyenne depuis le redémarrage de mon port PoE. Ça me permet de bien vérifier les paquets et que ça envoie bien le flux sur mon NVR. Attention, si la caméra n'est pas récupérée par un élément, vous aurez très peu de bande passante, voire pas du tout. Si elle n'est pas récupérée par un VR ou si vous n'avez pas lancé le flux vidéo sur un PC, par exemple, il y aura pas de bande passante. Donc faites attention à ça. Si jamais la caméra, vous la revoyez en ligne, mais que vous avez toujours des problèmes, derrière, vous pouvez faire ce qu'on appelle une tunisation. Donc la tunisation va me permettre d'émuler un port HTTP, un port RDP, un port HTTPS ou une fonction X ou Z qui va me permettre de pouvoir attaquer à distance via une IP et un port dynamique que RII va me fournir à travers son cloud. Donc, j'ai pas besoin de faire de mappage de port, hein, d'accord. J'ai juste besoin d'être connecté sur mon cloud et je vais pouvoir, par exemple, émuler le port 80 de ma caméra IP ou de mon NVR pour pouvoir directement attaquer son interface web. Ça m'évite de passer par le cloud du fabricant directement, qui peut potentiellement avoir des problèmes pour attaquer une interface web. Et on sait que l'interface web des produits généralement, il n'y a pas que la CCTV, mais par rapport à tout, permet de généralement pouvoir tout faire. Donc c'est un petit plus que propose justement RII. Le tableau est important à prendre en compte, d'accord. Ce tableau-là,
permet de vous savoir quand nous pouvons faire la fonction de tunnelisation, donc émuler un port sur n'importe quelle adresse IP locale. Donc il y a tous les routeurs de la série EG, faites attention, toute la série EG. Vous avez des points d'accès Wi-Fi AP de la série RAP, donc tous les RAP le font. Tous les switches NBS, donc RG-NBS le font aussi. Tous les routeurs mesh EW, donc tous les routeurs mesh EW le font, et tous les ponts radio aussi le font. Les RG-EST le font, donc si vous avez un pont radio, on peut le faire. Faites attention, les switches ES100 et ES200, s'il y a que ça sur le site, donc sur le projet que vous avez créé, vous ne pourrez pas le faire. Même si les ES200 sont des switches administrables, c'est juste un layer 2. Donc ils peuvent pas intégrer cette fonction-là. Ils font un layer 2 plus ou du coup un autre élément. Donc dès que vous avez un de ces éléments-là sur le réseau local et qu'il est bien connecté au cloud, vous pouvez faire de la tunisation. Pas de questions pour ça, c'était la première partie. On va voir un petit peu la gamme maintenant, les types de produits, etc. C'est compris pour la partie cloud. Donc, Rigi propose toujours son cloud, d'accord? Ça gardé. Donc, ce qu'on peut faire avec le cloud, on peut faire beaucoup de choses, hein, mais donc grosso modo, on peut rajouter très facilement ces équipements. Donc le SON, Safe Organization Network. Je scanne mon routeur, boum, j'accède directement au rajout de mes éléments et je les vois directement sur mon projet. La topologie en temps réel, voir en temps réel l'état de mon réseau, des rapports, donc je peux faire des rapports sur l'utilisation du réseau, la bande passante, etc. La configuration des scénarios et des alarmes, donc ensuite la remontée des alarmes pour agir en conséquence, des diagnostics, donc directement ils vous disent ce qui se passe, hop la caméra je la vois offline, je reçois plus de paquets, et ensuite on fait une maintenance à distance, redémarrage de port, tunnelisation et ce genre de choses. Alors j'ai une question par rapport à ça, la tunnelisation, pas de tunnel via application. Si c'est possible, tu as dans l'application smartphone, tu vas dans scénario et dans scénario tu as NAT / traversal et c'est ça justement la fonction tunnelisation. Tu rajoutes l'adresse IP de ton élément, le port de ton élément et tu peux activer. Et tu peux attaquer la page web sur le téléphone. Généralement tu n'auras pas l'image, mais tu pourras au moins configurer. Au niveau de la gamme, donc comme je vous ai dit, on a des gammes de switch. Donc on a des switches classiques, les ES0 et le ES100. Donc c'est des switches non manageables, des switches classiques, PoE, non PoE, soit 10-100, soit 10-100 000. On a des switches ES200, eux qui sont administrables, mais de layer 2. Donc on peut faire certaines choses, par exemple de la gestion de VLAN, mais sans plus. Plus haut, on passe au NBS, les séries 3, les séries 5, et bientôt on a les séries 7, série 6, série 7 et série 8. Enfin, bientôt, on les a déjà, mais il y a de nouveaux éléments qui vont sortir. On a ensuite des points d'accès. Donc, on a des points d'accès d'intérieur, généralement installation plafond, et des points d'accès muraux, installation du coup sur le mur avec la petite boîte de jonction de 86 mm. Et on a des antennes Wi-Fi 6 extérieures, donc les boules ou installation plafond, qui nous permettent de pouvoir émuler du Wi-Fi sur des distances qui sont plus qu'honorables et avec des bandes passantes qui sont plus honorables. Généralement sur les gammes classiques, on va être au giga et sur les gammes un petit peu plus grosses, on peut aller à 3 gigas. D'accord. C'est des doubles fréquences, donc il y a le 2,4 GHz et il y a le 5 GHz bien évidemment. Ensuite, on me demande tout le temps cette même question. Quelle est la portée Wi-Fi? Eh ben, ça dépend en fait. Ça dépend de notre environnement. Ça va dépendre si elle est complètement à champ ouvert et ça va dépendre de la valeur débit des antennes. Donc le gain qui va me permettre de pouvoir avoir un plus gros Wi-Fi. Donc ça, c'est au cas par cas. Je vais vous montrer plus tard, mais sur le Cloud Rigi, je vais même vous montrer maintenant parce que c'est pas forcément un truc que je vais vous montrer. Donc ça, c'est le Cloud Rigi. D'ailleurs, je vais dropper le lien dans le petit chat, si jamais ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas de compte, je vous invite à vous connecter, à vous inscrire sur le Cloud Rigi. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et donc, quand je suis sur le cloud, il y a un petit nouveau 8 Map AI qui permet, en fait, sur un plan, de pouvoir préconiser du Wi-Fi. Alors, logiquement, j'ai un plan vite fait, là. OK. Voilà. Donc j'ai un plan où en fait je vais pouvoir placer mes antennes sur mon plan. Donc c'est un plan à l'échelle, bien évidemment. J'ai tracé manuellement mes murs. Il y a une petite IA qui permet de bien tracer les murs ici, mais sur certains plans ça fonctionne pas très bien.
Et ça vous permet de pouvoir voir la puissance du signal selon où vous serez dans l'entrepôt. Donc ça, c'est pas mal si vous avez un plan à l'échelle, de pouvoir sélectionner les bonnes AP et ensuite voir comment mon Wi-Fi sera distribué sur mon site. Donc, petite chose bien sympathique en plus. Hop. Donc sur le cloud, pardon, il est ici. Heatmap AI. Tac. Donc au niveau des ponts radio, donc pour l'instant on en a que deux. Il y a plusieurs antennes qui vont arriver. Donc on a les 310 qui sont donnés à 1 km et les 350 qui sont donnés. Alors il dit 5 km, moi je préfère plus 2,5. On aura le 100 qui sera plus économique et moins cher, mais qui fera des distances de 500 mètres. Généralement on va l'utiliser pour relier deux bâtiments face à face ou dans les cages d'ascenseur. C'est fait pour. On a au niveau des switches, du coup, aussi des switches industriels qui sont sortis, qui sont équivalents aux NBS. Donc, ils ont toutes les fonctions des NBS. Les switches industriels peuvent être ajoutés en cloud et on peut faire, par exemple, de la tunisation. Donc, ça peut être pas mal sur des sites qui sont un routeur 4G, mais qui sont dénoués de bots. Normal, généralement, on n'a pas du cuivre, on n'a pas de fibre qui est tirée. Donc, ça peut être un petit plus sur certains sites urbains ou certains sites genre déchetterie ou très isolés. Et très important, on a les routeurs. Routeurs, ce qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Donc, les routeurs vont pouvoir faire tout ce qui est serveur DHCP, gestion de VLAN, gestion d'applications de services, gestion de bande passante et ce genre de choses. On commence par les gammes EG100. Donc, on a les EG105GW et E105GW. Donc, c'est des routeurs avec du Wi-Fi intégré, mais ça reste des routeurs d'entreprise. On a ensuite les EG 105, 105 et EG 210 et EG 305. D'accord, ce sont aussi des routeurs d'entreprise qui peuvent gérer, qui ont plus d'utilisateurs. Donc on a la série 1, 2, 3. Et ensuite, plus haut, on a la série RJ-NBR. Donc c'est les plus gros routeurs qui peuvent gérer jusqu'à 2000 utilisateurs, 500 utilisateurs ou 200 utilisateurs. Mais ce sera important pour la loi française par rapport au Wi-Fi NBR. Donc, justement, les routeurs, donc la série EG100, 200, 300, c'est la série du tout venant, hein, d'accord, qui sont soit PoE, soit non PoE, d'accord, qui vont pouvoir avoir une certaine bande passante. Donc, les bandes passantes, c'est 600 pour le 100, 1000 pour le 200 et 1500 pour le 300, d'accord. On va pouvoir gérer deux WAN. Donc, généralement, le WAN, c'est un WAN principal et un WAN secondaire. Donc, ma box fibre qui est en WAN principal, ce que j'utilise, et mon WAN secondaire, mon WAN de secours, mon routeur 4G, si ma box coupe. Après, on a un autre mode qui permet de dire, j'ai deux WAN. Le WAN 1, je vais utiliser 80% de la bande passante, du débit qu'il peut me fournir. Et sur le WAN secondaire, je vais utiliser 20% de la bande passante en émission et en upload. Donc, par exemple, quand je vais mettre quelque chose sur un serveur, le fichier fait 10 gigas, et ça va envoyer 8 gigas au WAN 1 et 2 gigas au WAN 2. Donc, les routeurs les plus classiques. Et on a les gros routeurs, les NBR. Donc, on a le 6205, 6210, 6215. On a aussi un 6105 qui est beaucoup plus petit. Je le conseille pas trop parce qu'il a 500 mégabits de bande passante, c'est assez peu. Et ce routeur est très important et même obligatoire quand on est sur une installation Wi-Fi sur la partie publique pour en respect par rapport à la loi où on doit installer un disque dur pour pouvoir garder les données des utilisateurs, des clients. Donc ce routeur est obligatoire là pour quand on fait du Wi-Fi. Dans des campings ou dans des sites publics gouvernementaux, ce genre de choses, d'accord. Donc c'est des switches beaucoup plus gros généralement. Ils sont tous gigabits avec des ports SFP, d'accord. On peut gérer du multi-WAN jusqu'à 9 WAN. Alors le 2000 aussi, on peut gérer jusqu'à 9 WAN, c'est une erreur de ma part. La bande passante 1500, 2500 et 2500, 1500, 1500 et 2500, une erreur aussi de ma part. Et on peut gérer jusqu'à 400, 600 et 1000 tunnels VPN. C'est largement suffisant, sachant que le débit alloué à tous les VPN est aussi également la valeur du nombre de tunnels VPN. Parce que généralement, si on a énormément de VPN, chaque VPN, on va les brider à 1 mégabit seconde d'upload et de download. D'accord? Les switches, donc on a les ES100 classiques de 5 à 24 ports, PoE ou non PoE, des switches non manageables très classiques, d'accord. Ils sont quand même bien évidemment rajoutables au niveau du cloud. On peut redémarrer le petit port PoE via le cloud. On a tout ce qui est isolation de port, contrôle de débit, prévention de boucle aussi, d'accord.
On a ensuite au-dessus, donc je l'ai pas mis, mais les ES 200 qui sont les mêmes switches, mais qui sont les switches administrables, d'accord. Plus haut, on a les 3100, donc des switches de layer de plus qui nous permettent de faire plus de choses. Généralement, ils intègrent aussi les ports SFP, ils intègrent plus de budget PoE, d'accord. On a aussi les 3200 qui permettent d'aller à 48 ports. La grosse différence, c'est qu'on peut faire du SFP plus avec ces séries-là, donc aller en 10 gigabits seconde sur les ports SFP. Et on a les switches type de distribution qui ont pas besoin de routeur pour avoir un serveur DHCP intégré au switch. Généralement, c'est pour pouvoir donner du réseau à un bâtiment quand on est sur un site où il y a plusieurs bâtiments. D'accord? C'est un switch de distribution si vous préférez. Au niveau des points d'accès, on l'a vu tout à l'heure, mais on a des points d'accès en Wi-Fi 5 classique, d'accord. Et on a des Wi-Fi 6 aussi. Alors la grosse différence entre le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6 aura une bien meilleure bande passante. Généralement, on a un petit peu plus de portée dessus, d'accord. On sera toujours sur de la double fréquence. Donc, quand je dis de la double fréquence, c'est 2,4 GHz qui va plus loin en termes de portée Wi-Fi, mais qui sera moins puissant en termes de bande passante. C'est pour ça que généralement, quand vous voyez dans les caractéristiques techniques, vous voyez 400 plus 867 mégabits seconde égale 1300, 1267 mégabits seconde. 400 mégabits seconde, c'est le débit théorique maximal que peut fournir en 2,4 et 867, c'est le débit maximal théorique qu'on peut en fournir en 5 GHz. Donc, petite information aussi, on peut faire ce qu'on appelle du portail captif, d'accord, sur les points d'accès Wi-Fi ou sur les réseaux filaires d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Ça va me permettre en fait, par exemple sur un Wi-Fi public, de mettre une page. Je me connecte sur le réseau Wi-Fi qui est peut-être ouvert ou avec un mot de passe Wi-Fi. Et quand je me connecte dessus, j'ai pas de directeur internet, je reçois une notification disant que je dois passer un portail pour pouvoir me connecter au réseau. Portail qui peut être géré de différentes façons et qui peut être personnalisé. Ce portail-là, quand vous faites une installation en Wi-Fi, si vous mettez que du Wi-Fi 6, d'accord, on n'est pas obligé de passer par le routeur pour faire ce portail captif, d'accord. C'est-à-dire que l'authentification au niveau du téléphone, je rentre mon mail, mon nom et mon prénom, par exemple, et j'ai besoin de mettre un code, un voucher pour me connecter au réseau. Donc ça, si j'ai que du Wi-Fi 6, je peux le faire directement à travers le cloud sur le Wi-Fi 6. Si j'ai que du Wi-Fi 5, je suis obligé de passer par le routeur, donc par le NBR pour ça. Et il y a une petite partie programmation supplémentaire à faire. Par contre, ne mélangez pas du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 5, d'accord? Pas pour l'instant du moins, sinon on pourra pas faire de portail captif, d'accord? Ça, c'est des choses à connaître chez Rigi. Donc, soit je prends que du Wi-Fi 5, soit je prends que du Wi-Fi 6 quand je veux faire du portail captif, d'accord? Et bien évidemment, on a les antennes extérieures, donc des antennes extérieures IP68. Généralement, ils sont assez puissants. On est sur des bandes passantes qui approchent les 3000, les 1800 ou les 1300. Donc généralement, c'est des HITS 1800 ou HITS 3000. Donc on a 3 gigas ou 2 gigas dédiés sur la partie Wi-Fi. Bien évidemment, vous savez, beaucoup d'éléments qui sont en mesh. Pour ceux qui connaissent pas la technologie mesh, ça me permet de pouvoir connecter une antenne en câble sur mon réseau qui va émuler un Wi-Fi, et je vais pouvoir mettre par exemple jusqu'à 3 antennes juste alimentées en 12 volts, mais qui va récupérer le Wi-Fi de la première et qui va l'émuler de nouveau. Et ça fait un maillage du coup en sans fil. Ça, on peut le faire chez Rigi, mais on peut le faire sur 3 antennes en mesh. Et la dernière grande partie du coup, et après on attaquera un peu la partie config, comment configurer, comment préconiser, c'est la partie PTPT. Donc point to multipoint. Donc c'est des antennes qui vous permettent d'avoir maximum une antenne AP, donc une antenne qui émet le Wi-Fi, qui va l'émettre du coup sur un angle. Donc l'angle chez les 310 c'est 15 et l'angle chez les 350 c'est 30 degrés sur 100 mètres. D'accord. Et ça va me permettre de pouvoir relier du coup 2 réseaux. Et je vais pouvoir faire de grandes distances dessus. À savoir, le 310, c'est installation murale. D'accord. Faites attention à ça. Au niveau de la bande passante, grosso modo, on peut aller à 300 mégabits seconde généralement. D'accord. Et sur l'installation, c'est uniquement mural. Il n'y a pas de support rotatif qui vous permet de bien orienter l'antenne. Donc généralement, c'est quand il y aura du face à face. Faites attention à ça. Le 350, lui, il a petite boule sur le support de fixation qui nous permet de pouvoir l'orienter comme on veut, verticalement comme horizontalement. Cette antenne-là, elle peut aller un petit peu plus loin en termes de bande passante.
aussi en termes de distance, hein. Si vous voyez la différence en termes de gain dBi sur les antennes, elles sont bien plus puissantes. Et généralement, on peut faire du 450 mégabits seconde sur une distance plus que honorable. Voilà sur la partie gamme. Si vous avez des questions sur la partie gamme, n'hésitez pas, je vois qu'il y en a. Je me permets de les répéter. Par exemple, il est obligatoire d'utiliser un routeur NBR. Donc, je pense que tu parles pour la partie Wi-Fi. Donc, il est obligatoire quand tu as besoin d'avoir la sauvegarde des données des clients qui utilisent le Wi-Fi pendant 1 an. Donc ça, c'est sur certains sites, c'est en effet obligatoire. Et du coup, les routeurs classiques, ou si tu mets que des antennes Wi-Fi, tu peux avoir la remontée sur le cloud, mais ça ne sera pas enregistré 1 an. C'est beaucoup moins. On est sur du cloud, donc au bout d'un moment, les valeurs vont s'effacer. J'ai pas l'exact temps que ça supprime sur le cloud, mais ça reste pas 1 an. Et généralement, quand tu as un problème lié à ceci, c'est extrêmement rare, mais la police va demander à ce que tu lui fournis le disque dur. Eux, ils vont connecter le socket et vont directement récupérer les données dans le socket. Donc c'est pour ça qu'il faut un NBR, parce que c'est le seul qui permet d'intégrer un disque dur de 2,5 pouces. Et petit aparté à ça d'ailleurs, le disque dur, faut que ça soit un disque dur RIGI, qui obligatoirement de chez nous. On peut pas mettre un Toshiba ou un Western Digital dedans, ça marchera pas. Donc il y a une référence chez nous de HDD qui permet justement de rentrer dans ces NBR là. J'espère que j'ai répondu à ta question, Christophe. Pour alors j'ai une autre question. Pour la tunnelisation, ça marche avec n'importe quelle marque? Alors oui, parce que ça marche par protocole. Donc, exemple, interface web, bah, tout élément qui a une interface web, ça marche. Exemple typique, je peux, moi c'est ce que je fais aussi. Je passe pas par un VPN, mais parce que je voulais pas de connexion permanente avec le routeur que j'ai là. Donc j'ai un routeur RII, j'ai un autre routeur RII au local Visiotech et le premier routeur RII chez moi. Et en fait, je fais une tunisation pour émuler un serveur pour récupérer des données, par exemple. Mais ça, je fais par tunisation, donc je l'active dans mon cloud et ça me permet de pouvoir me connecter à un petit serveur ici. J'ai juste un client sur mon PC que j'utilise. Pas d'autres questions? Ça m'a l'air d'être bon pour vous. Est-ce qu'on est bon au niveau timing? 10h10. Ouais, on est un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Alors, étude de cas du réseau. Donc là, on va parler du réseau hardware et la partie configuration. Déjà, pour la partie configuration, je pense que vous connaissez tous, mais la base du réseau, hein, je vais pas vous faire un cours d'adressage complet avec le masque, les IP qui sont possibles selon le masque. On va rester sur une base très simple. Vous avez toujours sur un réseau adresse IP, masque sur réseau, passerelle par défaut. D'accord. Donc l'adresse IP, ça sera l'adresse IP de mon élément, d'accord, qui sera sur mon réseau. Donc je peux avoir 10 éléments sur un réseau. Dans mon exemple, ma box ou mon routeur est en 192.168.1.1. Donc ça, c'est l'adresse IP de ma box ou de mon routeur qui va gérer mon réseau. Donc il faut que le dernier chiffre soit changé sur les autres éléments qui seront sur mon réseau pour être sur le même réseau. Donc l'adresse IP doit être en 1.2, 1.5, 1.10, 1.30, 1.100, 1.200 jusqu'à 254 généralement. Le masque sous réseau va définir le nombre d'IP autorisés sur le réseau sur lequel je suis. Donc, vous connaissez tous le 3 x 255 qui est le plus utilisé hein, sur les plus petits réseaux, donc les 254 éléments qui sont théoriquement autorisés dessus, donc 253 si on enlève le routeur. Et si par exemple ce masque sur réseau, je le mets en 253, ça va me permettre d'avoir une plage d'adresse beaucoup plus grande, d'accord? Donc ma passerelle IP par exemple qui peut être mon routeur est en 1.1, mon adresse IP en 1.100, mais je vais élargir les IP qui sont possibles pour créer un plus gros réseau. Ça peut être intéressant sur certains réseaux Wi-Fi, par exemple. Et je vais mettre 253. Donc, du coup, je vais pouvoir prendre des plages d'adresse IP de 192.168.1.1 à 192.168.3.1 et non 4.1. Là, je sais pas pourquoi ça a été écrit ça. Ça serait 252 si je peux aller en 254.1. En 192.168.4.1. Donc là, ça me permet de créer un plus gros réseau, tout simplement. Donc ça marche sur les réseaux WAN, les réseaux LAN, et ça marche aussi sur les VLAN aussi. Donc ça, c'est la partie adressage classique. Et en IPv4, on parle pas encore d'IPv6 aussi. Sur la partie hardware, donc pour ceux, c'est un rappel pour ceux
qui ne connaissent pas trop la partie hardware, quand vous êtes sur un réseau, vous avez des ports RJ45 ou des ports fibres, d'accord, qui ont toujours une vitesse maximale que peut atteindre ces éléments, d'accord. On appelle ça du coup de la bande passante et des switches peuvent faire soit du 10 mégabits seconde, soit du 10 100 mégabits seconde, soit du 10 100 1000 gigabits seconde, généralement du moins. C'est le tout venant, d'accord. Donc on a des switches qui vont nous permettre par port de gérer 10 100 mégabits seconde et certains switches qui vont pouvoir faire du double bande passante, c'est-à-dire qu'on peut avoir 8 ports en 10 100 mégabits seconde et 2 ou 1 port en gigabits seconde, donc jusqu'à 1000. C'est très intéressant de faire attention quand on préconise par exemple dans la CCTV énormément ça, parce que la CCTV ça mange énormément en termes de flux. Donc là je vais parler que de flux, mais sachez que dans un réseau, en plus du flux, il y a tout ce qui est remonté API, peut-être remonté requête HTTP, donc ça prend un peu plus de consommation. Mais la vidéo pure et dure, c'est ce qui mange le plus en termes de bande passante. Donc j'ai un exemple, j'ai fait un réseau typique bien préconisé, d'accord. J'ai ici un PC avec ici un NVR, un routeur ou une box, d'accord. C'est soit un routeur, soit une box, peu importe, d'accord. Mon client veut plusieurs caméras. Dans mon exemple, je crois que j'avais mis 15 ou 16 caméras, d'accord, sur un NVR 32 voix. Donc, du coup, je vais prendre un switch de bureau ici, classique, non manageable. Par contre, en 10 100 000 sur les 5 ports. Comme ça, mon stocker, il va récupérer mes 15 caméras. Donc, je serai automatiquement au-dessus du 10 mégabits seconde. Quand je récupère 15 caméras, j'ai à peu près, grosso modo, 150 mégabits seconde d'utiliser. Ça dépend après de la résolution, hein, bien évidemment. Donc, mon stocker va toujours utiliser un peu plus de 100 mégabits seconde parce qu'il va récupérer 24 heures sur 24 ma vidéo. Mon PC aussi, je veux qu'il soit branché en 10 100 000 pour plusieurs raisons, notamment utiliser bien correctement ma fibre. Mais en plus de ça, si jamais j'ouvre toutes mes flux vidéo ou si je télécharge la vidéo, que ça soit plus rapide. D'accord. C'est surtout si j'ouvre mes 20 caméras sur mon PC, je vais utiliser plus de 10 100 mégabits seconde. Donc celui-là, ce switch-là, il est en full gigabits seconde. Boum, j'arrive sur un autre switch et sur un autre switch. Donc j'ai deux switches après ensuite. Je vois que sur un switch, j'ai 6 caméras, une Ajax. Et je vois que sur un autre switch, j'ai 8 caméras qui sont branchées en série. Donc là, je branche mes 6 caméras. J'ai besoin juste d'un 10-100 au niveau des ports des caméras parce que mes caméras, elles vont utiliser 4 ou 8 ou 12 ou 16 mégabits seconde grand max. D'accord? Donc tous mes ports, ils ont pas besoin d'être en gigabits. Je vois que je récupère 6 caméras, une Ajax. Donc grosso modo, j'ai 10 mégabits seconde qui sont utilisés par caméra. La vitesse maximale que va être sur ce port-là pour récupérer mes 6 caméras plus une Ajax va être en moyenne à 70 mégabits seconde. Ça va plus ou moins monter selon le changement de pixel. Donc, j'ai pas forcément besoin d'être en 10 100 1000 gigabits seconde. Donc, j'ai pris un switch juste 10 100. Hop, j'ai économisé 10 euros. Voilà, peu importe. Et sur l'autre switch, là, j'ai 8 caméras en plus sur ce switch et ça repart du coup sur le reste. Donc, lui, il va récupérer ce câble-là 70 mégabits seconde. Il y a chaque port ici, on voit en 10-100 mégabits seconde. Donc j'ai 8 ports 10-100 mégabits seconde. Donc ça sera pour mes 8 caméras. D'accord, pareil que l'autre. Par contre, j'ai deux ports uplink gigabits, donc j'ai deux ports 10-100 000. Donc je vais l'utiliser pour récupérer du coup mon premier switch. Et je vais utiliser le deuxième port pour envoyer tout sur mon switch gigabit seconde. Et là, du coup, avec mes caméras que je récupère, plus les caméras que j'ai sur mon deuxième switch, je suis à 150 mégabits seconde, obligatoire gigabit. Voilà la base de la préco réseau classique. D'accord. Ça marche avec tout, pas que avec la CCTV, mais surtout avec la CCTV. Sachez aussi que ça marche avec un PC quand on est connecté sur un réseau. C'est-à-dire que si vous avez la fibre, vous avez des bots qui vont vous fournir 500, 600, 700, 800 ou peut-être le gigabit seconde, d'accord. Si vous mettez un switch 10-100 ou un câble pourri, vous serez limité à 85-90 mégabits seconde, autant en upload qu'en download. Vous n'avez pas bien profité de votre fibre. Alors que si vous voulez télécharger vraiment un fond de balle avec votre PC, du coup, ayez un bon câble et ayez aussi un switch gigabit et non mégabit. Donc faites attention à ça. Allez, là, on va rentrer un petit peu plus dans l'administration et la préconisation du réseau. Alors, vous le savez très bien, quand on préconise un réseau, ça va généralement dépendre de la distance, du nombre de ports à fournir, s'il y a du Wi-Fi.
Donc cette partie-là, c'est très classique s'il y a du PoE et du non PoE, et surtout si il va être administré ou non. D'accord. La notion de VLAN que je vais vous renseigner est très importante sur un gros réseau. D'accord. Ça, un VLAN, ça va créer un réseau local virtuel sur mon réseau local. Donc j'ai un réseau local et je vais pouvoir créer différentes parties sur mon réseau local qui va pas forcément communiquer avec les autres parties. Je vais pouvoir le choisir, d'accord? C'est ça le but d'un VLAN, c'est de pouvoir rendre privé un sous-réseau dans un réseau. Donc en étude de cas, d'accord, généralement on a toujours la même chose sur chaque réseau. On a un routeur qui est plus ou moins gros selon le réseau, qui va fournir du coup différents réseaux à différents switches, qui ces switches vont fournir à différents switches, etc., 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 etc. D'accord. Ça dépend après de si vous allez rajouter des antennes AP sur des switches. Là, je vais plus utiliser des switches administrables. Du coup, parfois, ça dépend si j'aurai de la CCTV, ça dépend si des clients pourront se connecter sur mon réseau, si je veux avoir un réseau filaire d'administration, un réseau filaire client, etc., etc. Ok. Donc, généralement, routeur, switch et mes éléments qui sont connectés au switch. Ensuite, comment se présente généralement un réseau et au niveau configuration? Quand je branche mon routeur, donc j'ai un port WAN qui me permet de fournir Internet à mon routeur, et j'ai ensuite tous mes ports LAN qui me permettent de créer mon réseau local à moi. D'accord? Donc le port WAN, dans mon exemple ici, c'est un exemple concret d'un site d'un collègue. Le WAN, je l'ai branché à ma box. La box, elle est en 172.1.1.254. Le masque sous réseau de la box, c'est ceci, hein, donc 254 à la fin. Et la plage DHCP, c'est 172.1.1.2 à 172.1.2.251. Donc c'est un réseau étendu de 512 IP possibles. Donc mon routeur, vu qu'il est en DHCP, il a chopé direct le réseau, il s'est adressé, mon routeur, sur l'IP WAN, il est en, par exemple, 172.1.1.10, par exemple. Et ça, c'est l'adresse IP WAN de mon routeur. D'accord? Derrière, j'ai créé un LAN classique, donc un grand VLAN, sur les 3 ports de mon routeur. Donc c'est un routeur avec 4 ports LAN. Mais du coup, j'ai le LAN 0, le LAN 1, le LAN 2, le LAN 3. Je veux dire que tu vas créer le réseau en 192.168.1.1, un petit réseau 3 fois 255 de 254 IP qui sont autorisés, avec une plage DHCP de 1.1 à 1.254. Réseau très classique. Chaque élément que je vais me connecter dessus, en filaire du moins à l'instant T, va s'adresser en 1 point quelque chose et tout sera remonté sur mon élément. Donc, si on suit ma logique, derrière, j'ai mon switch qui est en DHCP, qui s'est adressé en 1.7 avec les éléments du réseau. Et tout ce qui est derrière, j'ai toute ma plage DHCP avec tous mes éléments que j'ai connectés sur mon réseau. Donc, mon NVR, mes caméras, mon alarme, il y a de l'interphonie, il y a du contrôle d'accès. Et tout ceci se sont mis entre 1.2 et 1.25-30. J'ai à peu près 30 clients, je crois, sur mon réseau. On va le vérifier ici. Donc là, c'est mon réseau à moi. Et quand je vais dans client, j'ai 14 clients connectés du coup et je vois les adresses IP ici en bleu. Donc un 17, un 8, un 21, un 101. Donc ça doit être de l'IP FITS, un 12, un 5, un 9, etc., etc. Pareil sur la deuxième page, je pense. Ouais, pareil, un 13, un 14, etc. Voilà, plage serveur DHCP classique. Donc ça, c'est le réseau le plus classique qu'on fait. Généralement, c'est qu'on ne fait pas trop de gestion derrière, qu'on veut pas forcément de gestion. C'est généralement pour les petits réseaux. Si on complexifie la chose, pardon, sachez que si on a des switches administrables minimum de layer 2, d'accord, je vais pouvoir créer des VLAN sur ce switch directement. Par exemple, donc j'ai mon routeur, j'ai créé le VLAN 1, puis 2, puis 3, qui ont telle adresse IP, telle plage d'adresse IP, et par la suite qui ont tel droit, tel droit, tel droit au niveau des applications ou de la bande passante, d'accord? Donc je sais que les deux VLAN, donc le LAN 1 de mon routeur a accès à le VLAN 1, 2. Je sais que le LAN 1, 2, 3, donc les 3 autres ports de mon routeur, ont accès qu'au VLAN 3, d'accord? Donc, sur un switch administrable, s'il est branché sur le LAN 1 de mon routeur, je peux dire que les 8 premiers ports sont le VLAN 1 et les 8 derniers ports sont le VLAN 2. Ça, je ne peux pas le faire avec un switch non administrable. Faites attention à ça. Je peux le faire avec les switches administrables. Avec des switches non administrables, si je branche sur un port de mon routeur, ça sera du coup la sortie de ce port-là qui va me permettre de définir ce que j'ai accès ou non en termes de VLAN.
Donc faites attention à ça. Donc, si je mets ceci en application, donc j'ai toujours mon WAN dans mon routeur qui arrive en DHCP et qui me permet d'adresser mon routeur et de le relier à Internet. Et ensuite, dans mon routeur, on voit que ici, j'ai l'ID VLAN 2 et l'ID VLAN 3. Tiens, j'ai créé deux VLAN. Un sur le LAN 0, ici, et un sur le LAN 3, qui est en 114.168.1.1 et qui est sur un réseau normal, d'accord? Mais il est présent sur le LAN 0 et le LAN 3 de mon routeur. Donc c'est le même réseau, même VLAN. Et j'ai un autre VLAN, ID VLAN 3, qui est cette fois en 2.1 au niveau du réseau et qui finit 4.254. Donc j'ai mis le masque sous réseau en 265.265.253. Donc c'est un réseau étendu, fourni sur le LAN 1 et le LAN 2 du routeur. Et du coup, selon ce que je branche en bas, ça va me définir plusieurs VLAN, d'accord? En dessous, j'ai mon switch qui est branché, on le voit sur le LAN 3. Donc le LAN 3, il sera sur logiquement du 1.1, vu que le LAN 3 de mon routeur fournit l'ID VLAN 2. Donc mon switch sera en 1.7 et tout ce qui est derrière, ça sera ce VLAN là. Si je branche un switch du coup sur le VLAN, sur le LAN 1 ou 2, donc considérant que j'ai branché le switch un petit peu plus bas sur le VLAN 1 ou sur le LAN 1 ou 2, j'aurai le VLAN 3. D'accord? Mais si je le souhaite, je peux créer un autre VLAN, un VLAN 4 dans le routeur, qui sera sur le LAN 1 et 2, pour le switch qui est un petit peu plus loin dans le réseau, qui est connecté sur le LAN 1 ou 2. Et du coup, ce VLAN 4 aura une autre plage d'adresse IP avec d'autres droits différents en 10.1 par exemple. Donc mon serveur DHCP, j'ai mis de 10.1 à 10.100, donc il y aura 99 éléments qui pourront s'adresser automatiquement, mais j'ai quand même laissé le masque sous réseau en 3 fois 255.0, donc j'ai quand même 254 IP qui sont autorisés. Mais là, le VLAN, il est directement sur le switch, d'accord? Si vous créez un VLAN sur le switch, par défaut, ça vous remontera une erreur, d'accord? Parce que le routeur n'aura pas créé ce VLAN, n'aura pas accès à ce VLAN. Donc du coup, c'est impossible de gérer ce VLAN. Donc il y aura une petite alerte qui sera remontée sur le cloud disant hop 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 attention, vous avez créé un VLAN avec une adresse IP, mais vous l'avez attribué qu'à votre switch et le routeur. Vous faites quoi? Vous cliquez sur Feed, ça va donner automatiquement en fait sur le LAN l'accès à ce VLAN là. Donc c'est un peu compliqué, j'approuve. Ça peut même paraître compliqué pour ceux qui commencent dans le réseau, mais ça vous permet de différencier du coup les différents VLAN, les différents sous-réseaux. Ça va être très intéressant pour le contrôle de bande passante et d'applications. Et le VLAN va être obligatoire pour créer par exemple des Wi-Fi invités. Et ça arrière, on va pouvoir gérer correctement via VLAN sa bande passante et ses droits. Donc ça peut paraître compliqué, c'est extrêmement simplifié, on le fera après, hein, mais il faut connaître la base de la programmation sur ce genre de cas. Donc pour finir, du coup, là je suis connecté sur mon cloud, je vois ma topologie et du coup je peux cliquer sur mes éléments pour voir quels ports sont en accès, donc accès au VLAN ou trunk, libre accès sur le VLAN que j'ai choisi ou les VLAN que j'ai choisi. Et ceci, j'aurai un résumé de mes différents VLAN. Donc là, dans mon exemple, j'ai deux VLAN. J'ai le VLAN 1 Wi-Fi et filaire sur le 1.1. Et on peut voir que tous mes éléments qui sont en bleu, en gras, c'est mes éléments qui passent du coup sur ce VLAN-là. Donc on voit les 4 switches ont accès à ce VLAN-là. Si je vais sur le VLAN 2, alors le VLAN 2, il est là. On peut voir que j'ai accès que sur les 2 premières switches. À mon avis, j'ai fait en sorte que mon VLAN 2 a accès que en filaire, donc il n'y a pas de Wi-Fi possible, d'accord? Et qui a accès aux sorties du routeur sur le LAN 1 et le LAN 2, et qui a accès que au switch, et on peut le voir que accès sur le port 8. Parce que le port 8, il a accès en VLAN 2. Donc il n'y a que le port 8 qui aura accès au VLAN 2. On voit aussi que le port 1 est un port trunk parce qu'il a accès au VLAN 1 et au VLAN 2, évidemment. D'accord? Sinon, je pourrais pas fournir au port 8 le VLAN 2 qui est en 10.1. Voilà, très classique. Donc en résumé, voilà ce que ça donne. Très simplifié grossièrement. On a le routeur, donc avec ses 4 ports LAN, d'accord? Donc le LAN 0 et le LAN 3 en 1.1, le LAN 1 et le LAN 2 en 2.1 et le LAN 3 en plus à un autre VLAN
en 10.1 pour fournir le switch derrière. Et donc sur mon switch, j'ai le VLAN, vu qu'il est en LAN 3, j'ai accès au VLAN 2 et au VLAN 4. Donc tous mes ports sont en VLAN 1 à 7 sont en VLAN 2, en 1 point quelque chose, mais le port 8 est en VLAN 4 sur le LAN 3 en 10.1. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très simplifié. Vous pouvez voir sur le cloud le résumé des VLAN, d'accord? Donc je clique sur les VLAN, je vois l'IP du VLAN dynamique de l'élément du switch, je vois la plage DHCP, le nom du VLAN, et je vois les ports qui sont sélectionnés. Je vois que tous mes ports là, donc les ports 1 à 7 plus les ports uplink qui sont SFP, je les ai mis dans le VLAN 1. Et quand je clique sur VLAN 2, je vois que j'ai le port 8 qui a accès au VLAN 2 et le port 1 qui est en orange qui est un port trunk. Voilà, sur la partie gestion VLAN qui va être importante quand vous rentrez sur des réseaux plutôt étendus. Ça, c'est OK pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de vous améliorer sur certains points, pardon. Je suis là pour ceci. Alors, j'ai deux questions, je me permets de les répéter. Avez-vous des modems routeurs RUEJI? Alors, c'est-à-dire des modems non. Si tu veux faire la réception directement de ta fibre, pas pour l'instant. Pourquoi nommer LAN 0 et pas commencer à 1? En fait, le LAN 0, il restera toujours LAN 0 parce que c'est un LAN qui est au niveau hardware un buffer autre que les 7 ports. D'accord? Donc si tu as un problème sur tous les ports, d'accord? Tu as un problème hits de paquets ou ce genre de choses, sur le LAN 0, tu vas pouvoir directement attaquer ton switch parce que c'est un LAN de management. C'est pour ça qu'il y a écrit LAN 0/MGMT. D'accord? C'est juste pour ça. Donc c'est pour ça qu'on appelle le LAN 0 parce que c'est un LAN qui a un hardware différent qui nous permet en cas de problème d'attaquer tout de même notre switch s'il y a un problème de buffer ou de paquet. La vidéo est bien enregistrée? Oui, la vidéo est bien enregistrée. Et alors j'ai une autre question. Tous les éléments que tu as présentés sont automatiquement rajoutables sur le cloud? Oui, tout ce qui est RII, quoi. Est-ce qu'il y a des compatibilités différentes sur les marques de vidéosurveillance pour les caméras? Alors pour les NVR, oui. Il y a des marques qui sont préenregistrées en effet dans le cloud. Donc pour les NVR, c'est important. Pour les caméras, c'est pas important. Les caméras, en fait, le Ryuji, au moment où vous allez brancher vos caméras, va détecter justement que c'est une caméra avec son adresse MAC. Il va l'adresser avec le routeur si vous avez un routeur et va automatiquement être remonté du coup sur le cloud. Vous pourrez la nommer et vous pourrez récupérer l'adresse MAC. Mais pour les NVR, ouais, les NVR, donc c'est uniquement des NVR, les XVR, ça fonctionne pas. J'ai essayé en coax, c'est pas remonté sur les clouds, mais tous les NVR type Dawa, Uniview, Ashika fonctionnent. Sapphire Smart malheureusement ne fonctionne pas. C'est pas reconnu. Et il y a une autre marque aussi qui est intégrée, je sais plus laquelle, mais vu qu'on la distribue pas, j'ai pas fait attention. Saphir, ça remonte. Oui, Saphir, ça remonte aussi. Vu que c'est protocole Ashika, ça remonte. Peut-on configurer plusieurs VLAN sur le même port? Oui, c'est ce que j'ai fait justement dans mon routeur pour pouvoir fournir du coup ce VLAN derrière. Tu peux voir que sur le LAN 3 de mon routeur, il y a le VLAN 2 et le VLAN 4. Ensuite, il faut que j'ai derrière, pour correctement fournir différents VLAN, il faut que derrière j'ai un switch administrable. Mettez-moi pas un switch non administrable avec deux VLAN dedans, ça n'a pas d'intérêt. On peut adresser manuellement ou automatiquement du coup l'élément. Ça sera du coup le serveur DHCP natif qui aura sur le port derrière qui va adresser l'élément. Donc mettez-moi un switch administrable quand vous faites en sortie plusieurs idées de VLAN. Faites gaffe à ça. D'ailleurs, je l'ai fait sur mon routeur, mais je peux faire sur un switch administrable, je peux faire sur un port plusieurs ID VLAN aussi. Si derrière j'ai encore du switch pour fournir deux réseaux différents. Donc c'est pour ça on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Pas d'autres questions?
C'est OK pour vous, la partie théorique? Bon, on va faire un exemple, bien évidemment, hein. Je vais pas pouvoir faire un exemple de mise en service parce que bah je suis sur mon PC et j'ai pas d'éléments rayés autour de moi. Mais je vais vous expliquer grosso modo comment ça se passe une mise en service et après on va faire de la config. On va faire des exemples. Bon, apparemment il n'y a pas d'autres questions. Le timing, je crois qu'on est pas mal. Il nous reste 1 heure de config, de présentation, c'est cool. Alors tenez, je vous donne ceci. Ça, c'est les IP par défaut des éléments RUJ, d'accord. Donc faites attention. Je parle de IP par défaut, il n'y a pas de mot de passe par défaut, à part sur certains routeurs où c'est admin. Mais généralement, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Le mot de passe sera écrit quand vous allez rajouter votre élément sur le cloud. Et quand vous allez créer votre projet, je vais vous montrer après, il va vous demander un mot de passe management. Ce mot de passe sera écrit sur tous les éléments qui sont rajoutés sur votre cloud. Si un élément ne remonte pas sur le cloud, c'est peut-être que vous avez déjà mis un mot de passe sur le cloud. Pas sur le cloud, c'est peut-être que vous avez déjà mis un mot de passe sur l'élément, sur certains qui ont des mots de passe. Et du coup, il peut pas réécrire par-dessus. Il faudra modifier le mot de passe. Donc, je vous laisse prendre un screenshot. De toute façon, les PowerPoint, je peux les envoyer, bien évidemment. Le PowerPoint, je vais vous donner mon mail. Dans la petite session chat sur GoToWebinar. Vous m'envoyez un mail et si vous voulez PowerPoint pour demander le PowerPoint de la webinar, il n'y a aucun problème. C'est juste je peux pas l'envoyer à tout le monde. Donc ceux qui le veulent, vous me faites une demande. J'ai une autre question. Si ce n'est pas un switch administrable, on ne peut même pas créer de VLAN, non? Bah tu peux pas gérer ton VLAN du coup sur le switch. Donc en fait le câble qui va arriver au switch, qui n'est pas administrable, ce câble-là derrière, il y a un port qui est géré sûrement avec le routeur ou le switch administrable. Bah ça dépend des droits qui sont donnés sur ce port-là. Ce port-là te fournit quel VLAN? Je vais juste réduire ça. Tac, voilà, comme ça j'ai accès à tout. Donc, voilà comment se présente l'interface RII, d'accord? Donc, vous avez bien évidemment l'accueil et la liste de mes projets, d'accord? Donc, on a les projets ici avec les appareils, donc tous les appareils que j'ai moi, d'accord? Et le nombre d'alarmes que j'ai. Bon, là, j'ai pas d'alarme, tout va bien dans mon réseau. Donc, au niveau des projets, donc j'ai différents projets. Nous, on va s'intéresser à Visiotech Technique, qui est le projet qui est nos locaux à Lyon, d'accord? C'est juste le réseau du service technique, d'accord? C'est pas le réseau du bâtiment. Le réseau du bâtiment, c'est pas moi qui le gère. Donc, imaginons pour vous, c'est un premier projet, une première mise en service. Vous allez créer un projet, du coup, où vous allez pouvoir rajouter des éléments dedans. Donc, on va mettre un nom. On va mettre webinar. Hein. On va mettre un mot de passe de gestion. On va mettre webinar 1 pour l'instant. Le fuseau horaire. Ah oui, j'ai pas mis de majuscule. Le réseau, le GMT, on est en +1. Hop, +1 Paris. Tac. Et on va dire qu'on est dans une usine. Alors le scénario n'est pas très important, hein, d'accord? Le scénario, c'est uniquement un titre informatif. Je vais faire suivant. Et là, je vais pouvoir cocher les éléments que je peux rajouter. D'accord? Donc, me dire quel élément je vais rajouter. Est-ce que j'ai des ponts radio, des points d'accès, des firewalls, des routeurs, des switches. D'accord? Et ensuite, quand je fais suivant, je vais pouvoir rajouter les numéros de série, etc. Donc là, vu que j'ai coché AP, il me demande de créer un SSID. D'accord? Donc, considérant qu'on a des antennes ou une antenne AP, donc je vais dire un mot de passe Wi-Fi. Donc, on va mettre pareil, webinar 1. Le nom du Wi-Fi, on va l'appeler webinar. On peut ajouter du coup différents Wi-Fi, d'accord? Là, c'est pas mon cas. Et là, je peux rajouter du coup plusieurs éléments, donc plusieurs AP, numéro de série et le nom, d'accord? Les routeurs, c'est pareil. Les switches, c'est pareil. Les routeurs de maison, si jamais vous en avez, c'est pareil. Les ponts radio, c'est pareil. Boum, il se crée ici et je vois qu'il y a tous mes éléments. Voilà, j'ai créé mon projet. Bon, là, c'était pour l'exemple, je vais le supprimer. Tac. Et hop. Donc, j'ai ajouté mes éléments dans mon projet. Je vois automatiquement la topologie de mon produit. D'accord? Donc là, c'est le réseau chez nous. D'accord? Donc, je vois grosso modo ce qu'il y a sur mon réseau. Un routeur, 3 switches, 2 antennes AP,
Là, je vois qu'il y a 10 caméras connectées sur mon réseau, il y a 2 NVR, il y a un PC et un téléphone qui est connecté sur mon réseau. Le récapitulatif de la vitesse de la bande passante qu'il y a eu sur mon réseau, selon l'heure. Donc, je vois que ça utilise un peu le réseau, mais sans plus. Le nombre de clients qui se connectaient sur la partie Wi-Fi. Donc, j'ai 2 clients qui se sont connectés en Wi-Fi, là. Je peux faire des actions rapides et bien sûr, je peux rentrer dans la topologie exacte de mon projet. Donc, quand je vais cliquer sur la topologie, je vais pouvoir accéder directement aux informations de mes éléments. Donc, si je clique sur mon routeur, je vais pouvoir voir les informations de mon routeur. D'accord? Donc, la surveillance, combien il y a eu d'éléments que gère le routeur actuellement, combien d'utilisateurs. Donc, c'est par adresse MAC. Donc, j'ai là 18 éléments connectés sur mon réseau. Le débit moyen un peu plus précis. La liste des ports et comment ils sont adressés. D'accord? Donc là, j'ai le WAN avec 7 bandes passantes en accès, en débit qu'il y a à l'instant T. Donc, j'ai sûrement plein de caméras que j'envoie sûrement sur un serveur. Et mon LAN. Bon, c'est un LAN très classique. Hein. Il n'y a pas de gestion VLAN différente. On s'en kikine pas au service technique. Tout est adressé correctement et on peut attaquer où qu'on soit. C'est pour ça qu'il est très simplifié. On va pouvoir voir aussi, du coup, si j'ai fait ici la gestion des applications, qui a tenté de se connecter sur, par exemple, YouTube ou ce genre de choses. L'historique, justement, de mes éléments qui sont adressés sur mon réseau. Et l'historique des journaux s'il y a eu des alarmes ou ce genre de choses sur mon routeur, d'accord? On peut faire de la configuration évidemment, donc là ça va être la configuration sur les ports, donc configurer quels VLAN ont accès à tel port sur le routeur. Alors là on aura un résumé de tous les VLAN qu'il y a créé sur le routeur, donc j'ai un seul VLAN, moi, VLAN classique ID 233 sur cette plage d'adresse IP. On va pouvoir faire du mappage, si jamais vous voulez faire de l'ouverture de port, etc., etc. Je vais pas tout vous montrer non plus, sinon on va perdre au niveau du temps. C'est vraiment la partie topologie et information classique que j'ai au niveau de mon cloud. J'ai la même chose sur les switches. Ça, c'est un switch administrable, d'accord? C'est un NBS que j'ai, d'accord? Donc, un switch administrable, je peux voir du coup toutes mes informations au niveau des paquets que j'ai eu, qu'est-ce qu'il y a eu en bande passante sur tel ou tel port. Je peux directement ici redémarrer mes ports PoE justement, donc sur mon switch. D'accord, l'utilisation de la mémoire interne et bien évidemment, si je commence à voir à droite à gauche le débit moyen sur chaque port ou sur mes ports. Donc voilà, par exemple, je veux savoir sur le port 1 et sur le port 8, par exemple, ce qu'il y a eu en débit. Donc je sais que le port 1, c'est la liaison à mon routeur, donc c'est la liaison à ma partie internet. Je sais que mon port 8, c'est l'accès à mon AJAX. Donc il y a une AJAX dessus. Et donc, pas énormément de communication pour l'instant. Beaucoup hier, mais pas trop aujourd'hui. Justement, la puissance PoE sur un switch, savoir combien de ports sont en PoE, la puissance PoE actuelle qui est, d'accord. La classe et évidemment la puissance budget total PoE qui est utilisée à l'instant T. Vous me permet de savoir ça. Et j'ai la même chose aussi sur la partie switch non administrable, d'accord. Donc ça, c'est un ES2, ok. Et sur la partie Wi-Fi. Là, donc, quelle SSID a l'antenne Wi-Fi, la liste radio et l'utilisation du canal sur la partie Wi-Fi et le débit moyen de l'antenne Wi-Fi à l'instant T. Donc nous, on utilise très peu le Wi-Fi parce qu'on a tout en filaire. Donc le Wi-Fi, il y a certains éléments qui sont connectés en Wi-Fi. Donc c'est pour ça que ça explique le débit moyen est assez faible parce qu'on l'utilise pratiquement pas le Wi-Fi. Peut-être que le Wi-Fi 6, on l'utilise un peu plus. Non, c'est encore pire. Donc ça, topologie de mes éléments. J'ai ensuite à gauche ma liste des appareils. Donc, grosso modo, ça me permet de savoir tout ce que j'ai au niveau référence, tout ce que j'ai de connecté ou pas connecté. Si tout est bien synchronisé au niveau du cloud, donc on va pouvoir synchroniser n'importe quelle configuration que je fais sur le cloud et envoyer évidemment sur le réseau. Ça se fait automatiquement, mais il peut arriver que parfois il y ait une perte de paquets ou ce genre de choses qui fait que il vous mettra état de la synchronisation en attente et vous faites livrer manuellement la configuration si jamais. Aussi au niveau du firmware, hein. Donc là c'est le dernier. Si jamais j'ai un firmware qui est disponible, j'ai un petit lien en bleu, je clique dessus, je peux faire une mise à jour, soit planifiée par horaire, soit instantanée, et elle se fait dans les 5 minutes.
Et quand j'ai un routeur, j'ai évidemment la liste des clients. Donc j'ai la liste de clients sur quel port est connecté quel élément. Donc c'est des éléments que j'ai renommés. J'ai attribué une marque et une image. Et je sais que par exemple, ça c'est une caméra Saphir normale, une caméra Saphir connectée sur le port 2 de ce switch-là. Donc le switch NBS que j'ai renommé switch NBS. Elle est en 1.17 avec cette adresse MAC. Et si je rentre dans le détail, je peux faire de l'ouverture, de la tunnelisation. Donc là, je vois, elle est en 1.17 sur mon réseau. Le port 80, si je fais OK, hop, je peux l'attaquer directement. C'est un exemple du coup des façons où on peut attaquer son élément. Donc c'est la partie utilisation. Boum, j'attaque. Boum, ça c'est ma caméra Saphir du coup. Hop, je me connecte. Tac. Je pense que j'aurai pas l'image vu que je suis sur Opera avec le plugin. Je sais pas si j'ai mis le plugin sur ce PC. Mais du coup, j'ai accès à la configuration de ma caméra. Et à la vidéo, bien évidemment. Hop, hop, hop. Donc aussi pour les éléments qui sont en Wi-Fi, par exemple, il y a le PC de mon collègue, de PC de Vicente, qui est connecté sur le Wi-Fi 5, qui utilise actuellement le réseau. Si je vais dans le détail, je peux le bloquer. Moi, je vais éviter parce qu'il fait de la hotline, hein, donc il a besoin de répondre aux clients. Donc je vais pas le faire, mais voilà, c'est un exemple d'utilisation de supervision où on peut faire une limite de débit ou bloquer directement. Donc ça me permet de savoir aussi s'il n'a pas eu de déconnexion ou d'intempestif. On voit que la qualité du signal est excellente depuis hier. Bon, je peux encore plus ou moins zoomer, mais je vois qu'il n'y a pas de perte de performance sur la partie Wi-Fi. Donc c'est un exemple. Donc là, je vous ai montré grosso modo vraiment la topologie, d'accord, la supervision de ce qu'on peut faire. Je vous ai montré aussi classiquement comment facilement redémarrer un port PoE. Je clique sur mon switch, bam, je redémarre ici mon port PoE. Je veux faire une tunnelisation, je peux cliquer sur le client, faire ma tunnelisation, d'accord. On va rentrer un peu plus dans le dur maintenant. On va parler maintenant de programmation, d'accord. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va le faire ensemble, d'accord. On a dans l'espace de configuration la possibilité de faire différentes choses au niveau de la configuration. Donc, on a la configuration au niveau du réseau et du multi-one. Ces deux menus sont assez importants, d'accord. On aura aussi le menu appareil qui est le plus important, qui me permet d'avoir accès à la configuration avancée de chaque élément sur le cloud. Donc, on a la configuration générale. Donc, traversée NAT, c'est la tunnelisation. Ça va être la liste de ma tunnelisation. Donc, quand je finis mon installation, par exemple, j'ai 10 caméras, une alarme à gérer. Je peux ajouter par avance, du coup, les adresses IP de telle caméra. Donc, ça peut être la caméra salon, caméra garage, caméra jardin, caméra piscine, qui ont tel IP et tel port. Et comme ça, je peux juste cocher et créer une tunnelisation. Et du coup, je peux attaquer directement ma caméra IP en allant directement sur le projet. Hop, hop. Si vous essayez par exemple cette adresse IP là, vous devrez tomber du coup sur ma caméra Dawa. Par exemple. Si vous voulez tester, c'est via cette adresse IP là. Bon, par contre, bon courage pour le mot de passe, mais vous pourrez attaquer l'interface web. Donc ensuite, on aura tout ce qui est programmation liée au routeur, d'accord. Tout ce qui est lié au switch, tout ce qui est lié aux antennes AP, et plus tard, quand on les recevra, tout ce qui est lié au firewall. Il y a des firewalls qui arrivent cette année-là. Donc moi, je vais retourner à l'échelle de mon réseau, je vais aller sur mon réseau, car ici, je peux voir mes différents sous-réseaux, mes différents VLAN. On voit que sur mon réseau, j'ai un seul VLAN classique, le VLAN que je crée par défaut, qui fournit sur tous les ports, sur tous mes switches, sur toutes mes antennes. On voit que sur son réseau, il y a un réseau câblé et un réseau Wi-Fi. Donc j'ai mon réseau câblé ici, là, tout le long. Et j'ai mon réseau Wi-Fi ici, Wi-Fi technique avec le mot de passe. D'accord? Hop. Allez, je vais créer un réseau filaire. Donc je fais ajouter, je vais créer un VLAN filaire. Donc ça sera le VLAN, VLAN commerciaux, par exemple. Nous connaissons commerciaux. Je vais sélectionner l'idée du VLAN. Bon, je crois que j'ai un VLAN dans 233 qui est mon classique. Je vais mettre en VLAN 2. La plage, je fais un peu comme je veux. Hein. Je vais mettre en 172.1.1.1 par exemple. Et on n'a pas beaucoup de commerciaux, donc je vais laisser en. Il n'y a pas de plus de 254 commerciaux, donc je vais laisser en 3 fois 255, donc 254 IP autorisés, d'accord. Je vais gérer ça à travers mon routeur, vu que j'ai un routeur.
il vous faut obligatoirement un routeur pour faire du VLAN. Faites attention à ça. Ensuite, je vais pouvoir décider quel switch et quel port auront accès à ce VLAN, d'accord, à ce VLAN 2, d'accord. Donc, je vais pouvoir sélectionner ce que je veux. Moi, je vais pas y toucher. Pour l'exemple, je vais donner à tout mon réseau, d'accord, ce VLAN là. Il y aura 2 VLAN sur tous les ports, quoi. C'est pour vous faire un exemple. Donc, je vais pouvoir confirmer ensuite sur quel port et quels éléments et à qui ça fournit mon réseau, d'accord. Donc là, ça fournit du coup le routeur, ce VLAN 2, ça le fournit sur le switch ES2 et sur le switch ENBS, d'accord. Allez, j'applique. Très simple pour créer un VLAN. Après, si on veut modifier les ports directement de chaque élément qui auront accès à chaque VLAN, on ira attaquer du coup la configuration de notre élément de notre switch, par exemple, pour dire le port 2, il aura accès au VLAN 1 ou au VLAN 2 ou aux 2 VLAN. D'accord. Là, j'ai juste créé le VLAN et je lui ai dit grosso modo quel port trunk il y a sur le switch. Comme ça me permet directement de donner des droits du VLAN sur chaque port qui lie les switches entre eux. Là, il me demande si je connecte une AP, vu que j'ai dit que ça sera un réseau filaire. Si je connecte une AP sur ce réseau, est-ce que cette AP aura accès à ce VLAN? Donc je mets à planifier si c'est le cas. Moi, c'est pas mon cas, donc je mets OK. Et là, du coup, je vais faire vérifier le réseau. Donc quand je clique sur le VLAN 1, j'ai accès toujours à tous mes VLAN sur mes éléments. Si j'ai accès au VLAN 2, vu que j'ai créé un réseau câblé, ça m'a donné mon VLAN 2 à tous mes éléments. D'accord? J'aurais juste ensuite à dire quel switch a accès à quel port. Là, vous voyez, tous mes ports sont en port trunk. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont accès à tous les VLAN. Si je vais sur le switch ES2, il n'est pas géré. Donc, j'ai accès à tous les VLAN aussi. Je peux le gérer. Faut juste que je dise, bah toi, tes ports, je vais te gérer du coup. Donc, pareil pour lui, le port. Donc, lui, je le gère. Celui-là, il est en mode gestion. Et le port 1, il est en port trunk. Donc, c'est-à-dire qu'il a accès au VLAN, à tous les VLAN. Par contre, mes 2 AP n'ont pas accès parce que j'ai créé un réseau câblé. Donc, les AP qui sont déjà connectés, pas accès. Allez, je vais créer maintenant un réseau filaire et sans fil. Pourquoi pas? Donc, je vais créer un réseau sans fil. Je vais mettre un nom de Wi-Fi. Donc, je vais mettre webinar 2, par exemple. Je vais le laisser ouvert. Je vais faire suivant. Donc, ça sera l'idée de VLAN 3. Alors, ça sera du coup, on va mettre invité, tiens. Bon, ça sera le VLAN 3. Les invités, vous serez en 192.168.100.1 par exemple. Allez, parfois, allez, je vais me dire, parfois on a des journées portes ouvertes qui peuvent avoir du monde, donc je vais élargir un petit peu mon réseau, d'accord. Donc ma plage DHCP elle est de 100.1 à 101.254, donc j'ai théoriquement 512 équipements qui peuvent se connecter sur mon réseau. Donc là, il va me demander à qui je vais donner les éléments. Donc là, je vois qu'il va me demander à mes 2 SSID qui sont déjà rajoutés à mon réseau. C'est ce que je souhaite. Je souhaite rajouter mon deuxième VLAN Wi-Fi sur ce SSID-là, sur ces antennes-là. Je vais le donner au switch US. Ouais, je vais donner à tout le monde, à tous mes switches. C'est parfait. Si je comme ça, si jamais je rajoute des AP, ils auront accès à ces 2 VLAN et il y aura du coup mes 2 SSID avec mes 2 Wi-Fi avec mes 2 droits. Donc là, j'ai envoyé ma programmation au routeur et au switch. Il me demande de nouveau si je rajoute des antennes AP, est-ce que j'envoie cette configuration? Dans ce cas-là, je vais dire oui, d'accord. Et je peux dire que s'il se connecte sur tel ou tel switch, quel switch ça va envoyer la programmation. Et généralement, je vais sélectionner tous mes ports. Donc là, si je rajoute une antenne AP, sur tel port, sur tel switch, boum, ça prend directement ma configuration. Voilà. Donc comme ça, si jamais j'ai pas encore tout câblé, je peux déjà tout préconfigurer en fait. Donc c'est très simplifié. C'est vraiment très simplifié la partie VLAN. Parce qu'on connaît sur certaines marques de routeurs où c'est limite des commandes. Donc ça peut être un peu compliqué.
Ok. Donc là, quand je retourne à Tsel, là, j'ai mes 3 VLAN. Donc j'ai mon VLAN 1 qui est mon VLAN d'administration. J'ai tous les droits dessus. Je peux faire ce que je veux avec cette plage d'adresse IP, avec ce Wi-Fi là. J'ai le VLAN 2 en filaire que ensuite je vais pouvoir dédier sur certains ports qui a cette plage d'adresse IP là. Et ensuite, je vais pouvoir lui donner tel droit. Et j'ai le VLAN 3 qui peut prendre 510 IP qui a cette adresse IP là, pareil, que je vais pouvoir fournir sur soit en Wi-Fi, soit sur les ports du switch et gérer différemment mes éléments avec ce SSID, ce Wi-Fi, Webinar 2 qui est ouvert. Donc après, exemple typique du coup, je veux rajouter mon VLAN 3, qui est mon ID 3, sur par exemple le port du switch d'un switch, peu importe. Ce que je vais faire, c'est aller dans appareil, je vais aller sur le NBS par exemple. Donc je clique sur le NBS ici. Là, j'ai mes 3 VLAN. Et je vois que le VLAN 3, il est là par défaut assez en trunk sur tous les ports. D'accord. Mais si je souhaite, je vais dans configuration interface. Et sur les ports, par exemple, le port 8, tu vas être en port accès et tu auras accès au port au VLAN 233, par exemple. Sinon, ça peut être un port trunk. Il est port native 233, donc c'est mon VLAN principal, mais il aura accès aussi au VLAN soit 2, soit 3, par exemple. Et j'enregistre. C'est un exemple. Et je peux faire ça sur une série de ports. Donc ces 3 ports-là, ils seront en port trunk, native ID 233, mon VLAN principal, me aura accès au VLAN 2. Et j'enregistre. Bon, je le fais pas parce que là, il y a mes collègues qui sont sur le réseau. Donc s'ils sont connectés sur ce câble, je vais pas le faire. Mais c'est comme ça que je gère les ports de mon VLAN. Et pareil, sur 3 autres ports, je peux dire, pareil, natif 233, mais lui a accès au VLAN 2 par contre, et pas au 3, ainsi de suite. Et je fais ça comme je veux. Pas compliqué? C'est OK pour vous? Voilà, on a vu la partie VLAN. VLAN Wi-Fi, VLAN filaire et sans fil. Et je vous ai montré la façon la plus simple de le configurer et ensuite de le personnaliser. Après, on va pouvoir, donc dans la partie par exemple ici réseau, on va pouvoir faire différentes choses, par exemple le contrôle des flux et des applications. Donc là, je vois que sur mon WAN actuellement, mon routeur voit que le débit théorique maximal est de 1000 mégabits seconde, le giga. D'accord? Donc c'est ce que j'utilise à l'instant T. Donc j'utilise 1% de mon débit en liaison descendante, donc en download. Donc mes collègues doivent télécharger. Et en montant, pour l'instant, j'utilise pas. On n'est pas en train de deployer, d'accord? Je vais pouvoir du coup gérer et personnaliser, donc via des groupes, la partie bande passante. Comment je vais pouvoir gérer ma partie bande passante, d'accord? Donc par exemple, non, je vais pas les modifier, je vais en ajouter un. Je vais contrôler par application, d'accord? Donc je peux sélectionner les VLAN. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de créer des VLAN par bâtiment, endroit ou on va dire par personne. Généralement, il y aura peut-être, je vous donne un exemple sur un gros site, 6 bâtiments. Vous aurez peut-être des bâtiments où vous aurez différentes baies et les baies vont fournir du réseau à différents services. Donc je peux du coup nommer mes VLAN et gérer mes différents services par ici. Donc les commerciaux, tiens, ils auront la limite d'application, donc toutes les applications que j'ai rajoutées dans mon routeur ou des applications que je vais personnaliser maintenant ici, que je peux rajouter ou non. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. La liste, elle est énorme par défaut. Il y a plein de choses, que ça soit de serveurs européens, type Facebook, video game, une application d'échecs ou ce genre de choses. Après, vous pouvez aussi bloquer directement des protocoles. Donc des protocoles HTTP par exemple, des protocoles de vidéo, donc tout ce qui est streaming, Twitch, YouTube, etc., etc., etc. Des services de paiement aussi, vous pouvez bloquer. Donc ça, je le fais soit par groupe. Donc si j'ai fait un groupe où j'ai déjà rajouté des sites à bloquer, je peux le faire via toutes les applications qu'il y a dans mon routeur ou via directement personnalisé via le groupe que je suis en train de créer sur le VLAN que j'ai sélectionné. Et je peux faire aussi une limite de débit, d'accord? Là, les limites de débit, je le fais par IP, d'accord? Donc ça, je le fais sur ce VLAN là. Et tiens, les commerciaux, ils auront accès à 5 mégas en montant et 5 mégas en descendant. Ah ouais, moi je coupe et je laisserai 995 à la technique.
On en a besoin. Nom de la stratégie, garder la connexion pour administration, par exemple. On s'en fiche, c'est juste un tag. C'est pour l'exemple. Ah, je dépasse. Bon, dommage. Tac, tac. Et je fais OK, et boum, c'est bon. Donc, sur le groupe VLAN que j'ai créé là, ils ont 5 mégas en upload, en download, et ils ont telle application qui sont bloquées. Très simple. Je suis allé dans 2 menus. Donc ça, on peut gérer chaque service, chaque élément. Donc là, je vous ai montré grosso modo le gestion de bande passante pour chaque VLAN, pour chaque groupe, et la gestion des applications qui est très simple. Hein, on va pas se pleurer. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont compliquées à ce niveau-là. La deuxième chose qui peut être très intéressante à faire dans un réseau et qui est pas mal demandée aussi, c'est la partie portail captif et gestion des utilisateurs finaux. Quand on a du Wi-Fi sur place, on a la possibilité de pouvoir ajouter un portail captif selon ce qu'on a sur place. Donc je le rappelle, si on a sur place que du Wi-Fi 6, on peut le faire directement à travers le Wi-Fi 6. On n'a pas besoin de routeur pour faire un portail captif si on a que du Wi-Fi 6. Si on a que du Wi-Fi 5, routeur obligatoire, car c'est le routeur qui va gérer le portail captif. Si on a du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 5 sur la même install, pour l'instant, on peut pas faire de portail captif. Il y a Rii qui sont en train de voir s'ils peuvent développer une solution pour ceci. Et ne mélangez pas les technologies du coup sur si vous souhaitez faire du portail captif. Donc je vais ajouter un portail captif, je vais l'appeler test. Donc je vais laisser en intérieur. Je peux mettre en mode routeur. Si j'ai du Wi-Fi 5, je mets en mode routeur. Ou en AP, directement sur le SSID. Si j'ai du Wi-Fi 6, je peux le faire directement sur le SSID. C'est mon cas. Au Loco Visiotech, on a une Wi-Fi 5, une Wi-Fi 6. Je suis obligé de le faire via le routeur. Donc je vais choisir le VLAN. Donc le VLAN commerciaux, ils auront un portail captif, d'accord. Expérience en ligne sans interruption, c'est-à-dire que s'ils restent connectés pendant, par exemple, un jour, ça va le déconnecter au bout d'un moment. Donc ça, moi, je veux pas. Et échapper le portail, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est logué avec son téléphone sur le portail, s'il se déconnecte, il se reconnecte au portail. Est-ce qu'il doit repasser par le portail? Oui, il doit repasser le portail pour moi, donc je vais désactiver ça. Et je vais ajouter le portail captif que je peux personnaliser. Donc c'est exemple, par exemple. Donc les options de connexion, on a connexion en un clic. Ils ont accès à combien de temps en un clic? Ça m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est par coupon, par compte et par inscription. C'est les 3 grands modes d'accès, on va dire sur l'élément. On va pouvoir rajouter une URL de connexion qui va me permettre de dire une fois qu'il a passé le portail, sur quel site je vais aller. Bah moi, je vais mettre par exemple le site de mon client ou mon site à moi, enfin peu importe hein, d'ailleurs. Donc une fois que tu es connecté sur le portail captif, tu vas tomber sur cette page-là. Ensuite, on va pouvoir personnaliser comme on veut le portail captif. C'est ultra personnalisable. On peut changer le petit logo là, l'arrière-plan, on peut mettre son propre image, on peut changer la taille des éléments, la taille du texte, pardon, la couleur du texte. On peut faire accepter des conditions générales aussi par rapport à la récupération des données. Ce que je vais faire. Hop. Ça c'est pour l'exemple, mais sinon vous mettrez votre société. Hop, je vais mettre droit d'auteur. Donc là, il y a les droits d'auteur justement, pas le droit d'auteur. Hein. J'ai mis droit d'auteur, mais c'est juste comme ça. Mais les droits de protection des données que le client pourra lire ici, d'accord. Donc, je vais mettre par code, noter le code ici. Donc, je vais personnaliser un peu. Connexion avec compte. Et le boucher, je m'en fiche le boucher. Donc en fait, j'ai modifié les libellés en fait du titre. Donc ça, c'est les libellés, on va mettre Wi-Fi. Alors, pardon, je me suis trompé. Wi-Fi hôtel Visiotech par exemple. Je fais un test. Hein, c'est juste comme ça. L'espace qui est réservé au code. Donc j'ai changé le libellé parce que vous allez pouvoir fournir un code Wi-Fi au client. Enfin, votre client à vous, gérant de l'hôtel par exemple, va pouvoir fournir différents coupons, différents codes qui auront différents droits aussi. Il y a le petit bouton de connexion avec un compte qui va me permettre de me connecter avec un compte que je vais créer dans le cloud ou juste la connexion via Voucher.
Donc, voilà, j'ai personnalisé grosso modo mon portail captif. Je l'enregistre et je vais juste le sélectionner pour le démarrer sur mon routeur. Et voilà, mon portail captif est créé et en place. Et en fait, quand on va se connecter du coup sur ce réseau, donc ce réseau autant en filaire qu'en Wi-Fi, je vais devoir passer par ce portail captif. Donc, je recevrai une notification sur le téléphone disant que Rii demande de vous connecter. Vous serez connecté sur le Wi-Fi, mais ça vous mettra pas d'accès à Internet. Et vous allez recevoir une notification qui va vous tomber sur le portail captif. Sur PC, s'il y a un portail captif, au moment où vous êtes connecté sur le réseau, ça va automatiquement ouvrir une page Internet avec le portail captif. Généralement, c'est votre navigateur par défaut qui va s'ouvrir. Et ça, je peux faire plusieurs portails captifs sur n'importe quel élément. Hein. Donc j'ai ce portail captif qui est ouvert là. Et pour gérer la partie utilisateur, du coup, c'est juste à côté, à gauche, gestion des utilisateurs. On va avoir les groupes. Donc un groupe va me permettre de pouvoir créer quelque chose qui va me permettre de limiter la bande passante directement via le portail captif. Si j'ai pas forcément géré ma bande passante déjà au préalable avant sur mon routeur, je peux le gérer via le portail captif. Donc par exemple, groupe client, je vais créer un groupe client, je vais dire bah tiens, c'est 5 euros si tu vas avoir internet chez moi. Le nombre d'éléments qui peuvent se connecter sur ce groupe, donc c'est-à-dire le nombre de portables ou de PC qui peuvent connecter sur ce groupe, le nombre de data qu'il a le droit d'utiliser sur ma connexion. Alors je peux par exemple mettre quelque chose du genre allez, tu as le droit à 100 gigas. Bon, tu as le droit à 100 gigas sur mon réseau. D'accord. Par contre, en termes de bande passante, je vais dire, par contre, tu as le droit à aller 10 mégabits seconde en upload et en download. Ce qui est honnête. Hein. Je mettrais généralement dans les hôtels, pour les gros hôtels, on mettra plus entre 1 et 5. Allez, on va mettre 5. C'est-à-dire qu'on est un hôtel de taille moyenne. On peut lier l'adresse MAC à la première utilisation de ce groupe et on peut la binder directement sur un réseau ou un SSID. Ce que je vais faire, mon VLAN 2, celui que j'ai choisi. Et j'enregistre. Mon groupe est créé avec mes droits que j'ai créés. Ensuite, je vais pouvoir créer soit des coupons, soit un compte. Donc un compte, c'est je vais pouvoir préalablement sur ce réseau créer des comptes et les donner aux employés, par exemple. Donc je vais créer un compte avec un nom d'utilisateur, Kevin, un mot de passe, on met un mot de passe au hasard, Visiotech 69, et le groupe utilisateur. Donc je peux le mettre dans le groupe client que je viens de créer avec les droits qu'ils ont créés. Je peux autoriser les VPN si jamais j'ai en place un VPN déjà sur le routeur. Je peux utiliser ce compte-là comme login et mot de passe pour me connecter sur mon VPN. Moi, c'est mon cas, j'ai un VPN là-bas sur le routeur, donc je peux l'utiliser en tant que compte. Et là, c'est les informations de la personne, du compte, si jamais vous voulez rentrer ces informations-là. Et ce compte-là, du coup, je vais l'utiliser quand je vais connecter sur mon portail captif. Si je veux me connecter par contre, je clique sur cliquez ici pour connecter votre compte. Je mets mon login, mon mot de passe, boum, c'est bon. Et du coup, je serai connecté sur les droits de ce groupe-là. Alors, j'ai mis la période 30 minutes. J'aurai le droit à me connecter que pendant 30 minutes. J'ai pas fait gaffe. Je vais mettre 2 jours. Tu as le droit à rester connecté 2 jours. Si la personne reste 2 jours, par exemple. Donc ça, c'est la première façon qu'on le fait. Par contre, on le fait très rarement. Par contre, honnêtement, on le fait beaucoup et pratiquement que par coupon ou par rentrée d'informations. Donc les coupons, c'est très simple. C'est pareil. Combien de coupons je veux émuler? Allez, je veux émuler 150 coupons sur le droit du groupe client. D'accord? Je fais OK. Ça va me créer 150 coupons. Donc voilà, ça, c'est mes coupons. Donc, je peux voir actuellement, ils sont non utilisés. Ces coupons-là, après, je peux les imprimer, je peux faire un format de coupons, je peux les exporter en format Excel ou je peux les gérer directement via mon cloud. Vous faites comme vous voulez. Ça dépend de vous et de votre client final, d'accord? Et ces coupons, en fait, je vais les donner petit à petit aux clients qui ont ce droit de groupe-là et qui pourront l'utiliser du coup au prix de 5 euros directement sur mon Wi-Fi, sur le SSID. Voilà. Et ça, je peux les supprimer.
je peux les réinitialiser, c'est-à-dire les réutiliser, même si c'est pas trop conseillé de faire ça, mais vous pouvez les réinitialiser pour les resets et ce genre de choses. Et le dernier mode de connexion que je vous ai montré, qui est un peu utilisé aussi, mais un peu moins, c'est, je peux pas vous montrer, c'est Register New Account, c'est-à-dire le mode inscription. Donc c'est le mode dans le portail captif qui est ici, inscription. En fait, il va vous demander trois choses, le nom, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Et ça sera remonté du coup sur le NBR ou sur le cloud. Ça dépend de comment vous aurez fait auprès de la préconisation du site. Donc là, si je résume ce que j'ai fait avec mon réseau. Donc mon réseau, je vais sur mon routeur. Non, je vais aller ici, ça sera plus simple. Donc, si on revoit depuis le début, j'ai créé mon projet. J'ai scanné mon routeur, ça m'a tout rajouté. Ça m'a détecté automatiquement tous mes clients qui sont actuellement connectés, ça les a réadressés. D'accord. J'ai créé trois réseaux, donc le réseau principal qui est par défaut en 110.1, qui est passé en 1.1, qui a tous les droits, avec un Wi-Fi qui a tous les droits, qui a 254 IP qui sont autorisés. J'ai un deuxième VLAN qui a aussi 254 IP qui sont autorisés, mais lui qui est géré. Donc lui, les commerciaux, ils ont une limite de bande passante et ils ont une limite d'application. D'accord. Sur cette plage d'adresse IP, toujours 254 IP autorisés. Et pareil, le VLAN 3 invité a lui par contre un SSID qui peut être connecté en filaire sur certains ports que j'aurais potentiellement décidé de mettre, qui ont une gestion de la bande passante et qui ont une gestion des applications. D'accord. Aussi simple que ça. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Donc là, on a fait grosso modo la configuration simple niveau 1, niveau 2 de nos éléments. Alors oui, je viens de voir, j'ai pas mal de questions. Alors attendez, justement, il faut que j'agrandisse la fenêtre. Alors, je répète les questions pour y répondre, histoire que vous compreniez. Y a-t-il un contrôleur Wi-Fi RII? Alors, que veux-tu dire par contrôleur? Contrôleur, c'est routeur? Si c'est le cas, oui. Tu as les EG 105W. A-t-on besoin d'un contrôleur Wi-Fi? Je pense que ça revient à la question et non, c'est pas obligatoire. Tu peux prendre un routeur et brancher derrière des antennes AP pour émuler du Wi-Fi correctement. T'es pas obligé de prendre un routeur Wi-Fi. Le portail captif, pouvons-nous mettre par exemple seulement le SMS pour simplifier les clients? Alors non, je vous déconseille le SMS pour l'instant. C'est en test, en bêta, c'est pas optimisé pour l'utilisation de la France. Donc non. Oubliez le SMS pour l'instant. Je ferai une news quand ça sera potentiellement autorisé en France et possible en France. La connexion par FB n'est pas encore possible. Je vais me renseigner. Que veux-tu dire par FB, Loïc? Parce que je suis en train de cogiter. J'ai pas la même appellation, je pense. Hop, je vais mettre ça là. Ah, Facebook, la connexion par Facebook n'est pas encore possible. Je crois pas. J'ai pas testé honnêtement, Loïc. Je savais que j'avais testé aussi il y a un bon moment, mais on pouvait pas. Il me semble qu'on peut toujours pas. Hein. Si je vais dans je sais que c'est prévu, mais c'est pas encore le cas pour l'instant. Ouais, on peut pas encore, c'est grisé. Ah voilà, c'est annulé en fait. Je n'étais même pas au courant. Donc non, pas possible. Le portail captif ne gère pas le paiement pour les connexions? Non, il gère pas le paiement. Il les gère à titre informatif. Tu peux donner l'information du prix par coupon par client. Alors, j'ai une autre question. Le portail captif se règle uniquement sur le cloud RII et non directement sur le web server de l'AP Wi-Fi 6. Comment ça se passe pour le paiement? Alors, déjà, pour la gestion du portail captif, si ça peut se gérer sur web server, sur les routeurs directement, ou sur les Wi-Fi 6, non, ça se gère directement sur le cloud. Mais le seul cas où tu vas le faire via le routeur, c'est quand tu auras un RG-NBR avec des antennes Wi-Fi 5. Si tu as un NBR, un routeur NBR avec ton petit disque dur pour enregistrer les données, et que tu mets en place ton réseau avec des antennes AP, mais en Wi-Fi 5, là, tu seras obligé de faire le portail captif à travers le routeur. Donc, tu pourras créer le portail captif sur le cloud
donc la partie ergonomie, les modes de connexion, mais tu vas devoir déclarer sous quelle plage d'adresse IP et sous quel portail tu dois être dans le routeur directement. Donc ça, pour ceux qui intéressent, je peux le montrer après. L'enregistrement des logs Wi-Fi invités, s'il vous plaît. Bah là, j'ai pas de routeur NBR qui enregistre les logs, malheureusement. Je sais pas si là je l'aurai sur celui-là, du coup. Euh... Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Ouais, je pense que je l'aurai pas ici, ouais. Non, je l'aurai pas ici. Faudrait que je chope un RG-NBR et que je te l'envoie. Je peux me le noter si besoin, ça. Alors, pour le paiement, nous, on n'a rien à voir aussi avec le paiement sur la partie Wi-Fi. Le paiement, c'est le gérant de l'hôtel qui va gérer lui-même et gérer lui-même ses prix, s'il souhaite gérer ses prix sur le Wi-Fi. Peut-on, sur une seule antenne Wi-Fi 6, créer plusieurs SSID avec un portail captif uniquement sur un des SSID, par exemple? Oui, on peut créer 3 SSID et utiliser un seul SSID sur un portail captif. C'est possible, en effet. L'enregistrement des logs, bah ça, je montrerai après. Ce webinaire sera-t-il accessible en téléchargement ou elle sera sur YouTube, je pense. Donc oui. Le portail captif enregistre les logs? Oui, il enregistre les logs. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui arrête pas. J'en ai pour 2 minutes, je reviens. Je suis vraiment désolé.
Allô, vous m'entendez? C'est bon? Ouais, pardon, désolé, j'avais coupé mon micro. Désolé, j'ai eu la police qui est venue parce qu'il y a quelqu'un qui bloque devant, donc il m'a un peu tenu la grave. Je suis vraiment désolé. J'ai vraiment pas de chance. Mais me revoilà, me revoilà. Je vais continuer les questions. On va juste un peu mon souffle. Ok, alors j'ai une autre question. Combien de SSID maths par AP? Alors moi j'avais déjà tenté de créer 11 AP, ça passait. J'ai pas la valeur exacte. Je me permets de garder ta question. Je pense que c'est 64 sur la plupart. Mais je préfère te confirmer et pas te dire de bêtises. Nicolas, je me permets de garder ta question et au pire, je t'enverrai une réponse par mail. Je vais me l'écrire. Hop. Désolé, j'ai pas la réponse à l'instant T, mais j'ai pas envie de te dire des bêtises et de donner une réponse au hasard. Surtout que ça doit dépendre, je pense, des références aussi. Je me le note. Alors, le portail captif enregistre les logs et mettre la ref rayée HDD. Alors, Pascal nous demande que si le portail captif enregistre, vous prenez bien, comme je vous disais, le RGNBR avec le RG-HDD qui est une référence chez nous qui permet de mettre le disque dur 1 Tera 2,5 pouces dans le routeur NBR. Et là, ça enregistre directement les logs du portail captif dans le NBR. C'est marqué sur les fiches produits pour les SSID sur AP. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc en fait, le nombre de SSID que tu peux créer par AP est écrit sur la référence de l'AP différemment. Et de mémoire, elle diffère selon la référence, ça dépend de la technologie, etc. Donc c'est pas gênant. Combien de bornes maximum sur un projet? Bah, t'es pas limité. Pas de limite. Tu seras limité seulement sur ton hardware. Mais la partie soft, t'es pas limité. Ok, parfait, très bien. Est-ce que tu as parlé, alors j'ai une autre question, tu as parlé de pare-feu, ils arrivent. Alors je sais, les pare-feux en réel, je sais pas, mais vous avez déjà des pare-feux sur le RGE-NBR, vous avez un pare-feu qui est intégré, mais vraiment les firewalls hardware, ils vont arriver dans l'année, mais j'ai pas la date exacte. Je vais demander à un collègue, attendez. Hop. Merde. Tac. Ok. Je lui demande, je vois si je peux avoir la réponse. Ok. Je crois qu'il y a plus d'autres questions. Ah, je crois qu'il y a mon sauveur qui m'a. Ok, ouais, si. Les pare-feux, c'est en Q2 2024. Donc, deuxième trimestre de 2024. Il reste 10 minutes. Ok. Euh, J'ai une autre question. Par rapport à l'optimisation Wi-Fi, est-ce qu'elle le gère entre elles ou pas? Alors oui, non. En fait, ce que je te conseille de faire quand tu finis ton installation en Wi-Fi, une fois que tu as placé toutes tes antennes, que tu as bien fait sur plan et tout, tu as un appareil ici, un menu pardon, qui te permet de faire de l'optimisation Wi-Fi entre les antennes dans le menu réseau et optimisation Wi-Fi. Ceci va permettre d'optimiser en fait la partie roaming et puissance Wi-Fi directement sur ton install. Tu peux le faire aussi sur ton application smartphone. Ton application smartphone, tu as une fonction justement d'optimisation Wi-Fi qui fait que quand tu te balades avec ton smartphone, tu vois sur plan la qualité du signal avec ton téléphone pour voir si à certains endroits du bâtiment, ça capte bien. Donc ça, tu peux le faire aussi. Donc là, je clique sur optimiser maintenant et ça peut faire une optimisation en profondeur de tout mon réseau Wi-Fi. Alors j'ai une autre question. Est-ce que les Wi-Fi, tu as des déconnexions sur les autres antennes? Alors, la question est mal posée, mais
Je pense que tu veux demander si tu as plusieurs antennes et que tu te balades dans ton site, si le Wi-Fi coupe ou pas. Alors, faut que tu actives ce petit menu. Il est. Alors, je l'oublie tout le temps celui-là. Le roaming, le roaming, le roaming. Le roaming, il est. Alors, faut que tu fasses du L2, L3 roaming, mais j'ai mangé le menu. Je regarde. Ouais, là, je vais te montrer ça pour le roaming. Je suis en train de regarder. Je vais faire ça. Attends, je réponds juste à une autre question. Quelle est la différence entre Ryuji? Ah, ok. Quelle est la différence entre Ryi et Ryuji? En fait, Ryi, on va dire que c'est pour les plus petites installations, c'est le tout venant au niveau du réseau. Et Ryuji, c'est le haut de gamme du réseau. C'est là où on aura les plus gros produits avec les plus grosses fonctions. Mais c'est la même entreprise, bien évidemment. C'est juste ces deux gammes différentes. Ok, il y a pas mal de questions. Je suis juste en train de regarder pour le roaming qui est très important, en effet, que j'ai pas montré. Ah, ok, c'est bon. J'ai trouvé. Hop. Alors, je vous remets la fenêtre. Donc, pour le roaming, tu vas ici, tu vas dans itinérance de l'IA, d'accord? Et tu vas dans L2, L3 itinérance. Et là, tu peux activer l'itinérance sur les SSID que tu as créés. Donc, ce mode de fonctionnement permet que toutes les antennes qui ont ces SSID, si vous vous baladez un peu à droite à gauche, le téléphone va automatiquement se connecter sur l'antenne la plus puissante possible et vous verrez pas cette fameuse déconnexion de quelques secondes que vous avez quand vous avez plusieurs Wi-Fi classiques. Donc, tu actives l'itinérance, tu sélectionnes tes SSID où tu veux faire cette itinérance et tu enregistres. Parfait. Ok, très bien. Alors, j'ai eu un petit bug. Il y a peut-être des questions qui ont pu sauter. Parce qu'il y a eu pas mal de messages et ça a effacé les anciens messages. Donc, il est possible que j'en ai manqué. Ok. Peut-on voir la partie VPN? Oui, bien sûr, on peut voir la partie VPN. C'est pas très compliqué. Donc le VPN, nous on a un VPN aussi qui est connecté. Vous avez différents types de VPN. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que c'est un peu plus compliqué pour ceux qui démarrent. Un VPN, c'est un protocole qui vous permet de vous connecter du coup sur un réseau à travers un tunnel privé, quel que soit là où vous êtes. Donc vous avez besoin d'un routeur, évidemment, pour faire du VPN. Après, on a différents types de VPN. Et pour généraliser, il y a trois grands modes qu'on utilise. Il y a le PPTP, le L2TP et je vais vous parler du OpenVPN de Windows aussi quand même parce que c'est pas mal. C'est ce qu'on fait. Donc en fait, dans la partie VPN, donc là j'ai mon VPN qui est actif et je peux me connecter quand je veux. Donc quand je vais rentrer dans la configuration du VPN, on voit le type de VPN que j'ai utilisé, un OpenVPN. Donc c'est un PC avec le client OpenVPN qui va se connecter sur le routeur en VPN. Après, vous avez du L2TP ou du PPTP. C'est routeur-routeur ou routeur à plusieurs routeurs. D'accord? Donc j'ai créé du coup mon nom de domaine, d'accord? J'ai créé du coup mon compte sur lequel je peux me connecter sur le VPN. Sinon, il faut un certificat qu'il faudra importer dans le client. En gros, ça va importer la configuration de ton VPN pour que tu puisses te connecter dessus. Le protocole, le groupe d'adresse IP quand tu es connecté sur le VPN et quel sous-réseau tu as accès au VPN. Donc, si je suis connecté sur mon VPN, j'aurai cette adresse IP là et j'aurai accès à ce VLAN là. Donc j'enregistre et ensuite j'ai juste à créer un compte VPN du coup vu que j'ai fait par compte et certificat. Parfait.
Donc dans compte VPN, là j'ai mes différents comptes VPN, donc il y a que moi et mon collègue qui utilisent le VPN, d'accord. Et ensuite on va installer Open VPN sur le PC et on va exporter la programmation de mon OpenVPN. Donc toute la programmation que j'ai fait sur quel port, quel groupe d'IP, quel certificat, quel chiffrage, etc. On voit que mon port c'est 2222 sur du coup mon routeur, d'accord. Donc potentiellement j'ai peut-être ce port-là à ouvrir en ma page de port sur un deuxième routeur qui peut être derrière mon premier routeur. Faites gaffe à ça. Et on peut créer, par exemple, sur le routeur que j'ai, je peux créer jusqu'à 8 VPN, 8 types de VPN différents. Je crois pas que mon collègue soit connecté sur le VPN. Non, il n'y a personne. Ok. C'est comme ça qu'on crée un VPN et qu'on gère un VPN. C'est ok? Oui. Ok. Bon, bah parfait, si c'est bon. Quelle heure il est? Oh, l'heure passe vite. C'est dommage, je vous ai pas montré l'interface web des routeurs. Je vous ai déjà fait une bonne visualisation globale quand même des produits, mais je suis un peu limité par le temps. Si on a besoin, on peut contacter le service technique Visiotech. Oui, oui, bien sûr. On est là pour ça. On a notre mail et notre hotline qui est ouverte. Bon, généralement, Rilly, ça sera moi. Pas de souci. Très bien. Le numéro de la hotline, attendez. Je le connais pas par cœur. Je vais l'attraper. Hop. Ok, je l'ai. Je l'ai mis dans la partie de chat, en cas où. Et je remets le mail en cas où aussi. Parce que vu que les messages se sont supprimés, peut-être que je l'ai pas vu. Bah, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Il y en a certaines qui ont pu s'effacer avec le nombre de messages. Merci. Merci en tout cas, vous avez été très nombreux à participer. C'est très cool de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a été bénéfique, autant en termes de connaissances théoriques sur le réseau que la découverte de Rigi. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai fait du bourrage de crâne pendant 2 heures. Vous m'envoyez désolé. Courage, c'est vendredi. J'espère que ça a vraiment été bénéfique pour vous. J'ai pu l'expliquer de la meilleure des façons. Un grand merci à vous tous. Merci pour tous vos messages. C'est super cool. Et puis, si jamais, hein, je reste dispo sur le mail STAV Visiotech ou à la hotline. Pas de problème. Je suis là pour ça. Et au plaisir. Il y en aura, de toute façon, il y en aura d'autres des webinars. Il y aura peut-être sur des sujets un petit peu plus complexes. On va commencer justement à faire des webinars avec un niveau un petit peu plus complexe. Ça sera du niveau 2, 3 sur la partie réseau et sur la partie CCTV. Donc, ça sera les prochains webinars, ça sera sur ces sujets-là. Maintenant qu'à peu près tout le monde a découvert la partie classique, cloud, et le niveau 2, on va dire, du réseau, ça devrait vous aller. Eh ben, très bien. Un grand merci à vous aussi. Un grand plaisir d'avoir fait cette webinaire et de vous avoir accompagné aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine, du coup. À bientôt. Bon courage à vous. Bon vendredi, bon week-end. À bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous à la chaîne Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.